Oyez, oyez, amis Facebookiens. J'avais pas envie de monter des mouches aujourd'hui, j'avais envie d'aller à la pêche. Donc, je vais me motiver avec vous. Je vais monter mes Pheasantage. J'en ai un gros paquet en live. Et puis, je me suis dit, c'est la bonne occasion pour revenir un peu sur tous les voyages de pêche. Donc, on fera des lives thématiques. Et là, on va parler des Amerlocs, quoi, des Yankees, des bouffeurs de burgers. Mais par un moucheur français qui a été aux USA. Donc on parlera un peu déjà de la mentalité des Américains, parce que moi j'aime bien la sociologie. On parlera destination et puis après technique. Bonjour monsieur Cédric Nolin qui nous regarde. Quoi, t'es pas à la pêche Cédric? Bon, je vais vous montrer une photo. Cédric qui commence à se préchauffer les mains pour le 19 mai. Donc ça va le faire. Alors, je tiens ma belle boîte comme un concon. Ma boîte que j'ai appelée Ribnik. Pendant les lives, en fait, maintenant, je ferai à chaque fois un cadeau. Donc, tous ceux qui mettent un commentaire sur le live, bon ou mauvais, sont soumis à tirage au sort. Et à la fin du live, en fait, je prends le nom de la liste des commentaires. Donc, je vous ferai un rappel souvent. Voilà. Donc, il y a déjà Cédric Nolin en commentaire. Donc, tous ceux qui sont en commentaire dans le live, vous aurez le petit cadeau, une belle boîte comme ça en métal pour ranger vos petits trucs en mode Bosnie. Voilà. Donc, toujours le café énervant. J'ai pas lâché ma tasse Tingvelir. Voilà, désolé, c'est un petit café, ça ira pas longtemps. Du coup, je vais me faire en même temps mes Pheasantage que je discute avec vous. Je m'installe. Voilà. Alors, pour les USA, pourquoi je parle mentalité, destination et technique? Déjà, parce que les USA, on pourrait en parler pendant 200 heures. Hein, c'est ce qui fait rêver tout le monde dans la pêche à la mouche en France. Mais en fait, sur leur mentalité, moi, il y a quelque chose qui me fascine aux USA. Et c'est un vrai point qu'il y a avec la pêche à la mouche. Parce que les USA sont en pointe dans énormément de domaines dans le monde. Mais dans la pêche à la mouche, ils ont quelque chose que je vous expliquerai qui fait que, en fait, ils pourront jamais être les meilleurs dans la pêche à la mouche. On reviendra dessus après sur la mentalité. Donc, moi, j'ai bossé une petite année au Canada anglophone, au Yukon, donc collé à l'Alaska. Et c'est des Américains là-haut, donc j'ai pu baigner, pas aux USA pur et dur, mais bon, j'étais à 3 heures de route de la frontière, donc ils sont vraiment influencés américains. Et j'ai pu observer l'Américain de près. Et je suis allé 2 fois pêcher au Colorado. Et une fois en famille, le grand tour classique de l'Utah, Las Vegas, Grand Canyon, tout ça. Donc, les moucheurs qui sont fous de pêche à la mouche, je vous conseille aussi de mettre le holà sur la mouche et d'aller visiter les USA sans la canne à mouche parce que c'est juste hallucinant, notamment Grand Canyon, tout ça. Mais bon, je ne vais pas vous parler de voyage de famille. Avant de commencer de vous parler pêche à la mouche aux USA, il faut parler de la fierté américaine. Qui d'ailleurs dans la pêche à la mouche s'entrechoque. Salut monsieur David Hollande du sud de la France. J'espère que tes verrons vont bien. Donc pourquoi je parle de mentalité américaine? Parce que déjà je suis passionné de sociologie. J'adore observer le comportement des gens en société. Et la pêche à la mouche est un domaine où il y a des gibiers de choix. Notamment le chapeau à plumes, le pêcheur au toc, le pêcheur en nymphe, le pêcheur en sèche. Ce sont des gibiers de choix de sociologie et moi je me régale, quoi. Surtout à taper sur les chapeaux à plumes, c'est quelque chose... C'est le tout à l'ego, comme dit Sylvain Tesson. Hein. Très bonne lecture, il faut lire Sylvain Tesson. Et dans la pêche à la mouche, il y a des problèmes d'ego démesurés, donc sociologiquement, c'est intéressant. Je divague, pour en revenir à la fierté américaine. Chaque peuple a sa fierté, que tu sois monténégrin, français, suisse, américain, ou que tu habites dans les îles aléoutiennes. Et je dirais, alors je vais me mettre en tant que français dans l'affaire, le français moyen a une fierté mal placée, et je me mets dedans, hein, on est un pays plaintif. C'est-à-dire que le français, de sa fierté, découle de la plainte, alors que l'américain, ce qui m'a fasciné, c'est... Ah bonjour monsieur Jean-Marie Le Métaillé, ça fait longtemps. L'américain, moi ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils ont une fierté bien placée. C'est-à-dire que l'américain se plaint, mais il construit. Et ça m'a donné des sacrées leçons. En fait, c'est vraiment ce qui m'a sorti de la plainte française. Et notamment, une fois de plus, dans la pêche à la mouche, on fait que se plaindre, moi y compris. Mais ça, du coup, ça m'a fasciné en Amérique parce que, waouh, c'est pas un cliché. Quand tu arrives à un fly shop à Denver, que tu vois comme c'est carré, comme c'est rangé, je peux te dire, tu ravales ta salive, quoi. C'est-à-dire, tu vas au Bass Pro Shop de Denver, le Decathlon que tu as chez toi en France, c'est 3 Decathlons comme ça.
un pour les waders, un pour les cannes à mouche. Enfin, ouais, c'est stratosphérique, on reviendra dessus après. Et pourquoi je vous fais la sociologie? Alors attendez, je calcule 4 PC1, ok, PC2. Désolé, je bosse en même temps. Bah parce qu'en fait, cette fierté américaine fait que quand tu vas pêcher en Amérique et que tu es français, en fait, par défaut, de facto, salut Jean-Marie, même si tu es nul à la mouche en France, c'est tellement dur en France et en Amérique, ils ont tellement de rivières, tellement de poissons, que tu seras forcément meilleur que l'Américain moyen. Alors, toute proportion gardée, attention, je garde mon humilité, j'ai vu des gens excellents en sèche, mais sur la pêche en nymphe, c'est pas un scoop, je suis pas le premier à l'avoir dit, il y a un retard flagrant. Et comme c'est des besogneux les Américains, bah, ils se payent des guides polonais, ils se payent des guides tchèques, donc vous connaissez la méthode américaine. Je mets les sous sur la table pour avoir mon résultat. Sauf que un stage en Pologne, en France, à Ornans, ou un stage sur la Sorgue de 3 semaines pour un Américain, ça ne vaudra jamais un mec qui a passé 2000 heures à prendre des tôles sur la Sorgue, sur la vis, sur le chapeau roux, sur l'Ain, sur la Dordogne, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, les Américains, ils ne sont pas confrontés à ce milieu qu'on a, qui est extrêmement dur. Extrêmement dur. La pêche en France, vous savez, c'est mon cheval de bataille. Non, c'est comme ça que ça se passe. Et on peut même élargir à l'Europe, parce que, sans faire de plainte à la française, on a des milieux avec de la surpopulation, de la surpression de pêche, et ça amène à développer des techniques très affinées, ce dont n'ont pas besoin, en fait, les Américains, quoi. Attendez, je calcule mon truc parce que je m'embrouille. 22, 20, 18, ouais, c'est ça. Donc on passe en 16. Et voilà. Donc déjà, ça choque aux USA parce que l'Américain, pour lui, en fait, ce qu'il faut qu'il voit, c'est que vous voyez, c'est que l'Amérique, c'est le monde. Quand tu es au bord de la South Platte River et tout, un Américain, il te regarde même pas. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Des 2 fois au Colorado, tu peux lui prendre 45 poissons sous le nez. Lui, il s'en fout, parce que tu as un Français, tu as l'accent français, il t'existe pas pour lui. Donc, de ce point de vue-là, ils sont sympathiques, ils sont très accueillants. Mais au niveau de la pêche, eux, leur pêche, c'est avec un strike indicator, avec ma petite bouteille de Budweiser sur le coin, avec au pire un cigare, le Stetson, et je pilonne un gros courant comme ça. Ça, c'est le cliché de l'Américain de base. Et ils s'en foutent, toi, que tu fasses 50 poissons devant lui, parce que toi, tu es un Français de merde. Et pour un Texan ou un mec de l'Arizona, la France, c'est une ville, quoi. Trump l'a déjà dit. C'est quelle ville déjà, la Belgique? Voilà, il faut se mettre dans une vision américaine. Et je les respecte beaucoup parce que c'est des constructeurs. Voilà, je lui donne une phrase qui résume l'Amérique pour moi. Vous savez, en français, on dit prendre un risque. Et ben, aux USA, on dit take a chance. Ça veut dire tenter sa chance. Donc, ça résume bien ce pays. Et je vous fais la tartine sociologique parce que moi, j'ai été estomaqué aux USA. Donc, vous vous en doutez, j'ai essayé d'aller vendre mes mouches à Denver, au Colorado. Mais j'ai pris un uppercut dans le ventre. Voilà, pour vous donner la vraie histoire, je suis allé à Charlie's Fly Box. Donc, un très beau fly shop à Denver. Hein, il y en a des dizaines à Denver, Colorado. Et le gars, c'était en 2013, il a regardé mes céramiques, mais comme une crotte de chien. Mais je vous le dis honnêtement. Et pourtant, j'étais préparé. Il y a Petit Jean qui m'a dit sur un salon, ouais, t'es motivé, mais fais gaffe aux USA, tu vas prendre des tartes dans la gueule. Lui, il avait été faire un salon pour présenter son cul de canard, et ça a été très dur. Mais au point là, et je m'en souviens, Petit Jean m'avait dit ça à Charleroi, et moi j'y allais le printemps prochain. Mais le mec, il a regardé mes nymphes céramiques. En fait, tellement j'avais l'accent français, tellement ça ressemblait pas culturellement à une larve de stonefly ou j'en sais rien, un worm ou n'importe quel modèle de sèche touffue américaine ou une sauterelle. En fait, ça n'existait même pas dans son monde. Et ça, c'est des expériences dont je me rappelle. Donc, je me vois avec ma super boîte de nymphes céramiques, Charlie's Flybox et tout, machin. Et le mec, et ce qui était génial, et c'est là que la sociologie entre en collision avec la technique de pêche à la mouche, c'est que moi, en même temps que je lui présentais mes mouches, ça a coupé, ça va reprendre. Ça a repris. Et ben, quand je lui présentais mes nymphes céramiques, en même temps, moi, je faisais des cartons dans sa rivière. Et le gars, je voulais lui expliquer que tu passes à côté de quelque chose, mec. Moi, je cartonne avec mes céramiques plomb-peint sur ta rivière. Et toi, tu veux rien entendre. Donc voilà, l'Amérique, c'est que ça sur la mentalité. Donc, petite autre anecdote qui n'est pas de moi. Cédric Nollin, lui, dans son voyage aux USA, il l'a carrément considéré comme un sorcier, quoi.
Donc tellement en fait, ils peuvent pas accepter qu'on soit meilleur qu'eux sur leur territoire parce que sur la pêche à la mouche c'est une exception. Aux USA, ils ont trop de poissons et trop de rivières en fait pour avoir un niveau technique important, quoi. C'est clair et net, quoi. Désolé. Et donc, si tu prends même l'inverse, vous avez tous vu un Américain sur la Dordogne, sur la Louce, sur la Sorgue, sur la Vis ou sur le Tarn. Bah, les mecs, ils sont en position latérale de sécurité, quoi. Je veux dire, le gars, non mais, un Américain qui pêche en Arizona ou Colorado ou dans l'Utah, comme il pêche, il débarque sur la Sorgue au mois de juillet quand il n'y a plus de gobage. Salut Alexandre, merci pour la publi et je te souhaite une belle saison. Donc cet Américain, je sais pas, il débarque à Ornans, je vais même être sympa, je passe la pêche à vue à Beaulieu sur Dordogne. Au mois de juillet, quand il faut pêcher, j'en sais rien, avec des mouches en taille 18-20, enfin que tu es à l'étiage en France, les poissons ils ont déjà été pilonnés. Mais l'Américain, avec son strike indicator, il est en position latérale de sécurité au bord de la berge. Il fait un AVC, quoi. Il prendra pas un poisson. Parce que lui, il est habitué déjà à des rivières qui ont des étiages très faibles aux USA, parce que c'est ce qu'on appelle des tailwaters. Donc, bien, enfin, pas toutes largement, mais le classique, c'est une rivière avec des débits constants et des poissons qui s'alimentent tout le temps. Et il va arriver en France sur une rivière complètement déconfite, avec les niveaux ultra bas, avec des milliers de pêcheurs qui ont piétiné à Beaulieu sur Dordogne ou à Champagnole. Mais le gars, il va se dire, mais putain, c'est magnifique, c'est vrai, c'est le plus beau pays du monde, la France, mais pour prendre un poisson là-dedans, c'est une tuerie, quoi. Moi, j'ai déjà témoigné de ça, j'ai déjà vu... Il prend le direct ou pas? Ouais, je sais pas, ça a l'air de couper. Bonjour, monsieur Samuel Roman. Donc, tous ceux qui mettent un commentaire, je reviens, auront cette boîte en cadeau. Voilà, il y a des cadeaux maintenant dans le live. Donc, si vous placez un commentaire, vous avez cette boîte en cadeau tirée au sort dans la liste des commentaires. Donc voilà, je continue sur la mentalité américaine. Et pour continuer là-dessus, donc je le répète, le Français a une fierté mal placée, il se plaint. Et l'Américain, il construit. Et moi, j'ai quand même une cinquantaine de clients actifs américains sur Nymph Evolution. Et je me retiens de ne pas faire en anglais pour le moment. Parce que moi, j'ouvrirai en anglais, je peux parler, I can switch in English right now the video to speak in English. Because I worked for 1 year in Alaska, 1 year in Scotland. I'm able to speak English nearly fluently. But on va parler français pour nos amis français, parce que mon public est francophone. Mais si vous voulez, moi, j'adore parler anglais. Et je rêve, je vais un jour ouvrir l'Amérique. Mais pour le moment, j'aime trop mon public francophone pour les mouches pour un jour ouvrir l'Amérique. Voilà. Je me garde le plaisir d'ouvrir l'Amérique et l'Angleterre le jour où on me fera un coup de pute sur Nymph Evolution et j'aurai des gros problèmes peut-être parce que j'ouvre trop ma gueule. Ça peut pas mourir comme ça, voilà. Mais on sait jamais. Donc moi, ma soupape de secours, le jour où j'ai des problèmes en France avec Nymph Evolution, j'ouvre les États-Unis et l'Angleterre et puis là voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouais, le cadeau là. Voilà, t'as ton commentaire David, t'es dans la liste, celle-là elle est belle. Hein. Bah, ça pourrait presque être une sorgue aussi. Hein. J'ai appelé ça Ribnik, mais ça pourrait être de la sorgue. Donc commentaire, vous aurez ça en cadeau. Donc voilà, donc j'ai une cinquantaine désolé machine à café, une cinquantaine de clients américains actifs. Et quand ils se prennent au jeu, les cons là, c'est des besogneux. Hein. Un Américain, quand il se prend au jeu sur quelque chose, faut pas le faire chier. Hein. Il n'est pas à 35 heures semaine, donc je peux te dire qu'un Américain, parce que quand t'es allé en Amérique, t'arrives là-haut, un Américain, ils sont, ça ressemble à un Français, ça sent le Français, ils sont blancs, caucasiens comme nous, maintenant ils ont des gros 4x4 comme nous, ils sont de plus en plus obèses comme nous, ils ont des zones commerciales comme nous. D'extérieur, l'Américain, ça sent le Français, ça ressemble au Français, mais quand vous regardez dans l'âme d'un Américain, ce n'est pas du tout un Français. Voilà, c'est des gens qui lead by example, ça veut dire je mène par l'exemple. Alors qu'en France, je mène par la plainte. Voilà. Toujours un croisé de sociologie. Alors attendez, je calcule parce que je prépare mes Faisan Tail. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Allez, ça c'est bon. Et voilà pour la sociologie. Et les Américains, les clients américains actifs que j'ai s'intéressent fortement. Et c'est un truc de fou parce que je les vois me poser des questions. Ils m'envoient le profil des rivières, des mecs en Arizona, dans le New Jersey, en Arkansas. Ils m'envoient c'est super et je les vois évoluer à travers Nymph Evolution, donc comme quoi ça marche. Salut, Atio, monsieur du haut de la Belgique, tiens, regarde, tu seras sur la liste des cadeaux.
Tout le monde qui fait un commentaire sera sur la liste du tirage au sort. Voilà, donc les USA, petite introduction, c'est obligé, ça fait partie du personnage, la sociologie, ça m'intéresse et ça fait partie de la chose si vous allez là-haut. Ah, Rick, tu seras sur la liste des cadeaux. Elle te plairait celle-là, Rick, pour ranger tes petits kills de pan et barbés et puis tes petits 2 lignes suisses là. T'as vu ça, Rick? Elle est pas mal celle-là. Hein. Voilà, on continue. Donc sociologie américaine. Et je vais aller plus loin maintenant parce que l'excuse qu'on dit toujours dans les débats sur c'est tout foutu en France, c'est tout foutu en Europe, on n'a plus de poissons. Et quand on parle de l'Amérique, on dit ouais, mais eux, en fait, ils ont des millions de kilomètres carrés de rivières. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont plein de poissons. Alors, en fait, moi, je croyais que c'était une excuse de la blague au début dans les débats. Je disais non, mais il faut croire à notre potentiel en France, en Europe. On peut faire quelque chose, on peut gérer nos rivières et tout. Et franchement, 10 ans après, j'en suis arrivé au point où en fait, je pense que c'est aussi simple que ça. Que en Europe, bon, je vais dire en France, parce que par exemple, si tu compares la France et la Slovénie en Europe, c'est 2 extrêmes opposés. C'est un pays des Balkans qui a réussi à développer sa pêche comme jamais. Et nous, avec des bouts de ficelle, quoi, enfin avec un potentiel incroyable en Slovénie, ils ont développé comme des maboules avec des journées de pêche à 90 balles. Et nous, en France, on est comme des clodos avec la pêche à tout le monde, la foire à la saucisse. Enfin, voilà, tu payes 100 balles par an, tu fais plus un poisson. Donc, en fait, pour en venir là-dessus, je pense que c'est aussi moche et aussi cynique que ça. Que si aux USA, en Laponie, en Islande et tout, il y a plein de poissons, bah, le facteur sauvage, le facteur je fous la paix à la rivière, je prélève pas de poissons, je fais pas de pollution. En fait, quand tu dis ça à un gars des fédés, il dit ah, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu prélèves pas de poissons, tu fais pas de pollution. Un gars des fédés, il va te dire c'est pas aussi simple que ça. Bah moi si. Sur les fédérations de pêche, je leur dis si. Malheureusement, c'est aussi simple que ça. Ouh, Victor Durin, salut. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, donc c'est pour moi aussi simple que ça. Et c'est tout le problème de la France. Vous voyez qu'on va se plaindre. Donc les pêcheurs, ils disent aux fédés, bah on prélève plus de poissons, on met pas de pollution. Ça vous va? Mais ça met en compte les cormorans, les braconnages et compagnie. Et en France, on passe 40 000 ans à se plaindre. Ah, c'est pas aussi simple que ça, que de pas faire de pollution, pas machin. Voilà. Aux USA, parcours de la South Platte River, tu prends par exemple Deckers, un parcours classique, voilà, ou la Frying Pan, une des deux. Tu vas à la ville de Deckers. Il y a une pollution avec un putain de camion qui met 2000 tonnes de fuel. Il y a une loi, il y a un avocat qui punit ça parce que tu as niqué du business pêche. Voilà. Désolé d'être aussi capitalistique, mais c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi pour résumer sociologiquement le marasme dans lequel on est en France, que chaque pêcheur passionné de sa rivière sur la Sorgue, la Dordogne ou la rivière d'Ain dirait aux fédérations de pêche, on veut juste plus de pollution et qu'on prélève pas les poissons. Désolé d'être un ayatollah du no-kill. Voilà. Moi, je vous dis la solution en tant que pêcheur, plus de prélèvement de poissons, plus de pollution. 2 choses. Hein. 2 choses pour la gestion des rivières. Et les fédérations, elles te disent, ouais, mais non, faut faire des PDPG, des plans de gestion avec des panneaux, puis il faut éduquer les gens. Gros, on est en 2024, il n'y a plus qu'une flaque d'eau dans les rivières. C'est des reliques. Les truites zébrées de la Sorgue, celle de la Loue, en fait, ça s'appelle du reliquat. C'est un musée. Donc, tu touches plus, tu fais du no-kill, tu laisses, tu touches pas, tu prélèves plus, et puis tu arrêtes toutes les pollutions. Et je te garantis, moi, j'ai pas un bac plus 7 en fédération de pêche, que si tu laisses une rivière tranquille et que tu touches pas aux poissons, que tu tires des cormorans, que tu fais pas de pollution, que tu régules juste l'environnement, bah, je te garantis que t'as pas besoin d'une fédé de pêche, ta rivière, elle va se débrouiller tout seul. Une rivière, si tu l'emmerdes pas, elle se démerde tout seul. Mais ça, en France, quand tu dis ça aux fédés de pêche, ils se bouchent les oreilles. Ah non, non, il faut pas dire ça, c'est plus complexe que ça. Eh ben non, voilà. 2024, voilà, moi, votez Nymph Evolution, si vous voulez, président de la FNPF. Arrêtez les pollutions. Prélevez plus de poissons. Voilà, désolé pour le plaidoyer pour le no-kill. Mais voilà ce que je vous dis, parce que quand tu vas aux USA, mais tu pleures, quoi, tu pleures. Alors après, il y a aussi la culture mouche aux USA qui est hyper présente, et ça, c'est fort, parce que c'est un loisir fort, en fait. La mouche aux USA, c'est un loisir fort. Quand tu vas, je sais rien, tu vas à Colorado Springs, dans un diner, ça parle de pêche à la mouche. Quand tu vas à Beaulieu-sur-Dordogne au bar, ça parle de foot. Donc, c'est pas une critique, c'est juste qu'en fait, il y a une vraie culture mouche aux USA. Et nous, on est des drôles d'oiseaux, les pêcheurs. Là, je mets tout le monde dans le même sac. Voilà, la pêche, c'est rigolo, quoi. T'es au bord de l'eau avec tes verres, tu
fais chier ta femme tous les week-ends parce que tu vas à la pêche. Non, non, aux USA, c'est national pride. Je suis un putain de pêcheur à la mouche, mon pote. Il y a John Guérac, tu vois. Il y a toutes des légendes, tu vois. Il y a Lefty Kreh, c'est une culture. Ça brûle au fond de leur cœur, la pêche à la mouche. C'est pas deux, trois rigolos qu'on est 10 000 en France avec des cannes à mouche à dire que les poissons sont en train de crever dans nos rivières. Non, 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 c'est un lobby. Chez les Américains, c'est un feu intérieur. C'est pas des détraqués comme Stan de Nymph Evolution qui mettent leur entreprise en jeu pour dire ce qu'ils pensent sur les pollutions et les rivières. Non, ça, c'est pas ça. C'est des millions de gens qui pêchent. En Arizona, en Arkansas, dans le Wyoming, dans le New Jersey, en Alaska. C'est ultra puissant. Et quand tu témoignes de ça, que quand tu vas dans un diner, déjà, tu as une librairie de bouquins où tu as du John Guérac dessus, tu vois. Tu as The River Why et au milieu coule une rivière. Enfin, comment que c'est le bouquin The River Why, je sais plus c'est comment en anglais. Enfin, bref, tu as déjà toute une littérature de mouches dans les étagères. La grand-mère, elle parle pêche à la mouche. Ton cousin, il pêche à la mouche, quoi. Ton cousin Bill du Wyoming, il pêche à la mouche, quoi. C'est des discussions dans des repas de famille d'eau. Voilà. Nous, on est le pays du foot, c'est une chose. Mais après, comme la pêche à la mouche brûle pas dans le cœur des Français, c'est sûr que ça fait moins de monde à tirer sur la corde, mais c'est comme ça. Donc, je suis toujours dans la sociologie, je fais toujours une introduction sur la mentalité, la sociologie américaine, qui est quand quelque chose est spontané, enfin je veux dire quand t'aimes ta nature de manière spontanée, ça peut donner que des bons résultats, quoi. Mais c'est hallucinant aux USA, c'est hallucinant. Et pour avoir passé pas mal de temps en Écosse, les Britanniques ont aussi cette fibre de fierté bien placée et de la défense de la nature, mais si vous voulez, c'est pas forcé. C'est pas comme en France où on va se forcer à faire des actions, les fédés, le conseil de l'eau. Je suis désolé, il y a une force à marche forcée. Là où ils ont ça au fond du cœur. Je vous redonne un autre exemple qui va vous intéresser. Je suis toujours dans la sociologie. Moi, j'ai bossé en Écosse pour la Devon Trust, donc une association agréée qui gère la rivière Devon, par exemple. Le big boss, c'est Monsieur Shields. Alors oui, c'est des gens qui ont des moyens financiers, mais Robert Shields, moi je le connais, c'est quelqu'un d'assez intouchable. Mais quand tu parles avec lui, il a sa trust, il donne des sous, mais ça vient du cœur, quoi. Sa rivière à saumon sur le Devon, ça fait 500 ans que le beat il existe, qu'il y a eu des records, la reine d'Angleterre est venue pêcher là. C'est une tradition qui est vraiment ancrée, mais avec des moyens financiers. Et donc par l'argent, ils arrivent à avoir des moyens de... Le Devon, c'est géré, enfin je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable comme c'est géré. Voilà, donc toujours des débats sur la mentalité... comment on dit, britannico-américaine, je sais plus le mot exact, anglo-saxonne, voilà, qui est à l'opposé de notre foire à la saucisse française, où en fait, on en a tous marre, quoi. Désolé, je reviens sur mon cache investigation avec Élise Lucet, mais on fait un cache investigation avec Élise Lucet, on va au bord de la Sorgue, on donne le micro à un pêcheur, un moucheur, ce que vous voulez. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la pêche? C'est bien en ce moment? Le mec, il va te dire, moi, je paye 100 balles par an, puis je prends pas un poisson, j'en ai marre. Puis après, Élise Lucet, elle va voir le président de la FNPF et il dit, monsieur, apparemment, je t'ai interviewé vos pêcheurs au bord de l'eau, il n'y a plus aucun poisson en France, ils sont obligés d'aller à l'étranger pour pêcher. Je vous fais Élise Lucet. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a des millions d'euros de générés pour la pêche et les gens en France prennent plus de poissons. Voilà, attendez. Je vais monter un petit peu, voilà, on voit mieux ma gueule et mon grand nez. Voilà, alors, hop, on va recadrer joliment. Hop, attendez, parce que le soleil, je vais vous faire un beau fond avec des poissons. Voilà. Hop. Donc voilà, toujours dans l'intro, mentalité américaine, pour que vous compreniez bien quand vous irez là-haut. Donc les Français ont une fierté mal placée, ils se plaignent, et les Américains ont une fierté bien placée et ils construisent. Mais ne pas oublier qu'ils ont... ils sont bénis des dieux, quoi, au niveau de la nature. Voilà le Colorado. Pour pêcher, on va parler la South Plate et la Frying Pan, les deux grands classiques du Colorado. Pour pêcher ça, je sais plus, je crois que c'était 10 ou 12 euros le permis journalier. Mais putain, mon pauvre ami, mais ce que tu as dans le permis journalier, mais tu n'as même pas toute ta vie pour pêcher ça, quoi. C'est vrai qu'ils sont bénis des dieux au niveau de la ressource. Mais en France, on n'a pas à rougir non plus, quoi. Je veux dire, on a tellement une mosaïque de rivières. Putain, tu prends la Roya proche de l'Italie, tu repasses par la Dordogne, tu passes au plateau de Mille Vaches vers le centre de la France, tu prends les Chaules Stream de Normandie à l'ouest,
Tu vas dans les Vosges, l'Alsace, le Jura, mais c'est un truc de dingue, quoi. On a aussi un potentiel de dingue. C'est ça qu'il faut pas rougir vis-à-vis des USA. Alors, ça vaut pas la Madison River ou la Green dans l'Utah. Je suis d'accord, à un moment, on va pas trop se flamber non plus, hein. La Sorgue versus la Madison River, je sais que c'est deux pépites, mais on va pas non plus faire le coq qui se la pète. La Sorgue ou la Rivière-d'Ain, c'est sublimissime, mais comparé à la Madison, on va se calmer un peu dans l'idée. Voilà pour la sociologie. Donc j'ai dit que ce sera en 3 parties. Donc mentalité, sociologie, destination, technique, tout sur les USA. Ceux qui commentent seront sur la liste pour le cadeau. Une belle boîte pour ranger tous vos petits bordels. Voilà, modèle Ribnik. Donc vous mettez un commentaire, ce que vous voulez. Je participe, salut, au revoir. Vous mettez juste salut. Vous mettez un commentaire et vous êtes sur la liste des cadeaux. Voilà pour la mentalité. Donc n'ayez pas peur que les Américains vous ignorent parce qu'ils ont leur fierté, mais ils sont pas du tout arrogants. Si vous êtes perdu avec une carte en ville, l'Américain, il va vous guider, il va vous montrer. Ils sont très très accueillants, les Américains, à l'inverse de ce qu'on croit. Parce qu'en tant que Français aussi, on a plein de clichés. Et on croit que les Américains sont des gros cons obèses bouffeurs de burgers. C'est pas du tout ça. Il faut toujours aller voir pour se rendre compte. Voilà, c'est des gens adorables. C'est des gens adorables. Et voilà pour la mentalité. Bah moi après, une fois passé la mentalité, là-haut, on va glisser vers la thématique destination. Moi, ils s'en foutaient de mes mouches, ils s'en foutaient de ma pêche, ils s'en foutaient d'apprendre. Moi, j'ai pas de problème, hein. Moi, je pêche dans mon coin, j'y fais des cartons. Si tu t'en fous de mes mouches, vas-y. Et je continue un peu sur la mentalité, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps. Salut Samuel Roman, tu seras sur la liste des gagnants du cadeau, parce que tu as mis un commentaire. Donc, j'ai fait 2 fois 10 jours de pêche au Colorado, et j'ai pu les observer, les Yankees. Et surtout, ce que j'ai adoré sociologiquement, c'est observer les stars locales. Donc, moi, je prends que l'exemple du Colorado. On va parler après des destinations. Pourquoi le Yellowstone, tout ça, ça me botte pas. Mais au Colorado, la starlette locale, elle s'appelle Pat Dorsey. Donc, pour les Français, c'est Pat Dorsey. Et en fait, si tu veux, c'est la star guide du Colorado, mais dans ses méthodes à l'américaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, quand tu adores la pêche à vue et que tu arrives au Colorado et que tu vois la grande star locale qui pêche avec des balles de ping-pong, la star locale, hein, je veux dire, c'est The Guide du Colorado, Pat Dorsey, vous pouvez regarder, je crois qu'il est sponsor Umpqua, Orvis, enfin tout le patacoufin. Et le gars ne pêche même pas en nymphe à vue. Mais quand tu es français, même un petit amateur médiocre de nymphe à vue comme moi, et que tu vois ça, t'as envie de lui dire, mais gros, mais t'as vrillé ton cerveau. Pourquoi tu pêches pas en nymphe à vue? T'as les plus belles rivières du monde qui sont limpides, cristallines. Et toi, t'es là avec ton yarn, ton indicateur et tout, machin. Et ça, pour moi, c'est une incompréhension, mais c'est culturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le français passionné de nymphe à vue qui va aux USA va voir sa passion à travers les yeux de la nymphe à vue. Donc il va vraiment voir de l'eau claire partout, il va passer les courants à pêcher au fil, tout ça. Il va vraiment être focus sur la nymphe à vue. Alors qu'il est vrai que si tu es guide dans le Colorado et que tu prends la totalité des rivières du Colorado, c'est un état dans les Rocheuses avec des rivières alpines. C'est plutôt quelque chose qui est comparable aux Pyrénées. Donc il y a une majorité de courants qui se pêchent à l'indicateur. Vous voyez? Parce que ça m'a tarabusté. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Moi, j'ai pas mis un coup de pêche au fil, ouais, sauf sur une rivière. J'ai vraiment principalement pêché en nymphe à vue. Et tu as envie de lui dire à la star locale, écoute Pat, je suis peut-être bien moins bon que toi, mais vraiment moins bon. Si tu veux, dans tout ce que tu veux, je suis une merde. Mais pourquoi tu pêches pas en nymphe à vue, quoi? T'as des arcs-en-ciel de 55 qui sont devant toi en train de nympher dans des canyons avec de l'eau claire. En plus, petit détail, les truites arc-en-ciel sont tout le temps actives. Hein, comparé à nos farios françaises qui sont bougonnes, qui sortent une fois sur 2. Mais ça, c'est la génétique des farios. Et ça, en fait, ça m'a fait halluciner, quoi. Et puis, voilà, ils sont... Alors, attention, parce que c'est plein de détails aux USA. Il ne faut pas tailler ça à la hache. Pat Dorsey, le grand guide. Bon, ces boîtes, il les montre en photo, hein, si vous regardez sur Facebook et tout. Et en fait, les Américains,
c'est des gros bourrins au niveau de la ligne et de l'approche. Mais sur les mouches, les meilleurs pêchent avec des micro-nymphes. Et c'est ça qui te fout en l'air, en fait. Alors, je ne parlerai pas de pêche en sèche ici, parce que j'ai vraiment vu des très bons Américains dans la pêche en sèche. Parce que là, pour le coup, en France, un Américain, il peut te mettre la pilule en sèche. Moi, j'ai vu des gars pêcher avec des mosquitos, hein, je rigole pas. Hein, des moucherons en taille 22, des arcs de 50, et je rigole pas, hein, je m'en souviens très bien. Donc, je ne parlerai pas de pêche en sèche ici, parce que je suis mauvais dans cette méthode. Et le seul problème, c'est que l'Américain qui pêche en sèche en France, bah, faut qu'il voit des gobages. C'est toujours la même chose. Donc je reste dans le monde de la pêche en nymphe. Et du coup, ces grands nympheurs, bah, ils ont leur saloperie de ligne avec leurs bouchons qui flottent, là, leur putain de balle de ping-pong ou leur putain de yarn, là, l'espèce de paraposte, là, que vous voyez aussi en Nouvelle-Zélande. Désolé d'être grossier, mais c'est triste. Monsieur Lou Pescadou, si tu commentes, il y a un concours. Tous ceux qui mettent un commentaire, n'importe quoi, salut, machin, tirez au sort pour le concours. Voilà. Donc, ils ont des micro-nymphes, et ça m'a scié. Moi, ça m'a scié fortement. Et en plus, Cédric Nolin, qui est allé quelques années après moi, il m'a dit, ouais, les plus grosses, il faut les tarter sur des micro-nymphes. Donc ça, retenez bien, si vous cherchez les gros poissons aux USA, je vous parle pas d'un truc ultra wild aux USA où personne ne pêche, hein. Je parle sur des grands classiques au Colorado où c'est surpêché. Voilà, par exemple, Deckers. Vous allez vous taper Deckers, D-E-C-K-E-R-S, Deckers Colorado. Bah, vous verrez, au mois de juillet, des fois, il y a 50 pêcheurs au touche à touche. Et donc, ces salauds, ils pêchent avec du taille 22, 24, 26. Donc, c'est classiquement les midges, les petites larves de moustiques, hein, des petits trichoptères, des petits moucherons, des trichoptères, excusez-moi. Des diptères ou des chironomidés, donc des moucherons, quoi, dans l'idée. Et c'était assez hallucinant que, ouais, t'arrives dans les fly shops, ok, il y a les sauterelles, tu vois, il y a tous les bazars, tu vois, les sauterelles, les nymphes de pléco en taille 8, 6, des bazars comme ça, certes, mais il y a aussi tous les casiers avec des moucherons, en sèche et en nymphe, et à pas négliger. Et d'ailleurs, tous ces petits modèles de moucherons de merde et tout, bah en France, on les pêche pas trop, quoi. Ils ont des modèles assez minimalistes, de Kiro, de moucherons en taille 22, 24. Et ben tout ça, on les pêche pas trop en France. Donc inspirez-vous des mouches américaines des fois parce que toutes ces petites saloperies de midges là, ça pêche pas mal. Nous, on est plutôt sur la micro pheasant-tail en France et eux, ils sont plutôt sur les micro midges, les micro moucherons. Bon, désolé, je vous montre pas les taux, c'est des pheasant-tail classiques, vous les connaissez. Le seul secret, c'est le fil de montage. Et le seul secret, c'est de bosser 70 heures semaine. On l'avait dit dans les autres lives. Donc voilà sur la mentalité. Donc notre ami Pat Dorsey, regardez un peu sur Facebook, la star locale. Et en fait, la star locale, bah, elle pêche à la balle de ping-pong, quoi. C'est à en pleurer. Et c'est intéressant parce que j'ai quand même Cédric Nolin qui est allé là-haut et qui est vraiment un sorcier de la nymphe à vue. Au même titre qu'une paire d'autres Français comme... sûrement Perrachon, Grégory Treille, Nicolas Germain. Voilà, on peut tous les citer, nos excellents Français. Et de toute façon, ils auraient été dédaignés là-haut. Enfin, je veux dire, si tu dédaignes un Cédric Nolin, un Florian Boucaud, un Perrachon ou un Jean-Marc Chignard aux USA, et je vais te dire, c'est qu'ils en ont rien à foutre de notre méthode, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et Cédric, il a fait comme moi, il a fait sa pêche là-haut. Alors, il y a toujours un ou deux dans le tas qui viennent s'intéresser, qui sont un peu moins fermés d'esprit. Mais donc la plupart des ricains, bah, ils te regardent même pas pêcher, parce qu'ils en ont rien à foutre en fait de ta méthode. Et déjà parce que tu es français. Mais pour aller encore plus loin, pour avoir bien suivi les dernières années Euronymphing, donc en gros notre pêche au fil, pour faire simple, aux USA c'est Euronymphing, ils appellent ça la nymphe à l'européenne. Et ben notre ami Devin Olsen, qui est le chantre de la pêche en nymphe à l'européenne aux USA, bah, moi, je le connais, Devin, parce qu'il m'achète des mouches. Et je vous donne une fois de plus un indicateur honnête. Donc, avertissement, je vais être honnête. C'est pas trop à la mode. Bah, Devin, il se fait pas des couilles en or. Hein. C'est le mec number one de la pêche en nymphe à l'européenne aux USA. Moi, je lui vends des céramiques. Il m'en achète pas des milliards. Et c'est pas un gars qui roule sur l'or. Enfin, on a toujours cru, quand tu es dans le business mouche, que vous allez casser la baraque aux USA avec la pêche en nymphe parce qu'ils sont en retard. Mais ça marche pas comme ça. Il n'y a pas un gars qui a lancé la pêche en nymphe à l'européenne là-haut et il s'est fait des couilles en or.
Il faut les éduquer. C'est comme tout. C'est pas dans leur culture, en fait. Ils pêchent pas comme ça. Ils ont encore trop de poissons qui gobent. Qu'est-ce que tu veux qui s'emmerde à aller pêcher en infophile quand tu as des poissons qui gobent? C'est moi qui vous le dis. Ah, les moucherons d'infévolution, Alexandre, ouais, j'avais déjà fait ça. Mais cet été, je vais en faire, je pense. Ouais. Donc voilà, je répète, et écoutez bien, c'est Nymphévolution qui va vous dire ça. Donc avertissement, je vais être honnête. C'est pas à la mode. Qu'est-ce que tu veux te faire chier à aller pêcher en nymphe quand il y a des gobages partout? Parce que oui, ce que je vous ai jamais dit, ne vous inquiétez pas, on va passer aux destinations, aux techniques après. C'est que mon pote, aux USA, j'ai jamais vu des gobages comme ça. En fait, c'est des séries, il y a le rythme, j'ai vu ça en Mongolie et aux USA et en Suède, qu'en fait la rivière elle est encore tellement intouchée que tu as tout un écosystème entomologique qui éclot au cours de la journée. Putain, t'arrives le matin, il y a plein de moucherons qui dansent sur l'eau, après tu as des sedges qui sortent, après tu as des plécos, après tu as des sauterelles qui tombent à l'eau, après tu as des BWO ou des Baetis rhodani, le soir les sedges ils ressortent, enfin, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est un truc de fou. Attendez, je prends juste ma boîte pour charger. Oula, désolé, j'ai fait beaucoup de bruit là. Voilà, hop, on la charge. On va ranger nos petites PC1. Et ouais, non, en sèche. Tous les aficionados de la pêche en sèche, c'est USA. Hein. C'est là, c'est une dinguerie, quoi. Et très technique, hein. Très technique. Voilà. Mais je vais pas trop parler de pêche en sèche. Donc voilà globalement pour la mentalité. Maintenant, j'attaque ma série de PC2 et on va parler de destination USA. Donc moi, du peu que j'ai fait, voilà, je vais vous donner mon humble avis parce que toujours préciser que les USA, c'est énorme. On n'arrive même pas en fait à comprendre la grandeur des USA. Moi, je l'ai plus saisi. Je l'ai pas trop saisi au Colorado en faisant les 3-4 heures de route entre Denver et Dakers. Mais quand j'étais en famille et que j'ai fait un road trip dans le Grand Ouest, ouais, quand tu roules de Los Angeles à Vegas, tu as déjà compris quelque chose sur la grandeur des USA. Tu es juste resté à l'ouest. Donc, attention, toute proportion gardée. Il y a des pépites dans l'Arkansas, il y a des pépites dans le Wyoming, il y a des pépites dans le New Jersey. Pour nous, Français, c'est juste Montana, Yellowstone, Utah, Colorado. Non, il y a des tueries dans l'État de New York, je sais pas, la Buttonkill River, je sais pas quoi. Il y a des tueries sur la côte Est. Donc voilà, c'est énorme, c'est très vaste. Il faut rester humble parce qu'on n'aurait même pas assez de 10 vies de moucheurs pour faire le tour des USA. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais de mon humble expérience. Et on m'a conseillé tout au début, un bon copain qui s'appelle Longo, que je salue, qui m'a conseillé d'éviter le Yellowstone et d'aller au Colorado. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, ça se prête beaucoup plus à la nymphe à vue. Adrien Arnoux, si tu mets un commentaire, tu seras sur la liste des cadeaux. Il y a un concours en cours pour tous ceux qui mettent un commentaire. À la fin, je tirerai au sort. Et donc moi, j'étais comme tous les bons Français. Je vais aller au Yellowstone, pêcher avec les bisons au milieu des geysers et des sources sulfureuses. Le rêve américain. Sauf que tout ce qui est Firehall, Madison, tout ça et compagnie, bah, apparemment, hein, moi je dis apparemment, on pourrait me contredire, hein, comparé au Colorado, c'est pas ce qui est le plus nymphavuesque en fait. C'est pas les rivières les plus adaptées à la nymphavue parce que ça tire beaucoup, c'est des fonds plutôt sombres. Et Longo m'a dit, écoute, si t'aimes bien la nymphavue, tu vas au Colorado, tu vises 2 rivières, tu vises la South Platte River et la Frying Pan River. Sachant qu'il faut que vous sachiez, si vous ne parlez pas anglais, que Frying Pan, ça veut dire la poêle à frire. Donc, ça en dit long sur le nom de la rivière. Et du coup, à l'époque, je me suis dit, je vais l'écouter. Ce monsieur, il a l'air de s'y connaître. Il m'avait montré des photos. Il y a aussi en adjacent, par exemple, la Gunnison River au Colorado. Donc Gunnison, avec le fameux Black Canyon de la Gunnison River. Alors ça, j'ai pas fait, mais j'ai un très bon copain caché qu'un jour je vous amènerai dans Parole de Moucheur qui vous racontera la semaine qu'il a passée en camping canoë dans le Black Canyon de la Gunnison River. C'est juste, vous en aurez la chair de poule. Donc voilà, moi de ce que je connais, c'est le Colorado. On m'a dit, si tu aimes la pêche à vue, va là-haut parce que c'est un régal. Voilà. Et effectivement, voilà, le grand classique. Alors Yellowstone, ça doit être fantastique, hein, je dis pas.
Mais le Colorado, ça s'y prête beaucoup plus parce que le fond des rivières est plutôt rouge. Monsieur Raphaël Gressard, concours en cours. Si tu mets un commentaire, tu seras sur la liste pour avoir un cadeau. Donc ce qui est étonnant au Colorado, c'est que le fond est plutôt rouge. Mais avant de plonger dans le Colorado, je vais finir sur la globalité de ce que je connais. Ne restez pas non plus bloqué sur le Colorado. Il y a déjà, tout dépend ce que vous allez pêcher et comment. Si vous êtes barjot de la nymphe à vue, bah, je pense que le Colorado, c'est une bonne idée. Mais je crois qu'il y a aussi des choses dans le Montana et dans le Missouri, Missoula, enfin, je ne sais pas exactement. Voilà. Si vous êtes malade de pêche en sèche, bah, faites-vous un Yellowstone, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Partez de vos envies, mais n'allez pas au Colorado, parce qu'on vous dit Colorado, quoi. Partez toujours de vos envies en voyage technique, et puis vous allez vous régaler après. Après, au Colorado, tu as les deux. Tu as la pêche en sèche de fou et la pêche à vue de fou. Mais c'est sûr que les Français qui sont bons, qui vont au Colorado, tu fais full nymphe à vue, quoi. Et la sèche quand tu t'éclates. Et sinon, bah, sur la côte Est, tout ce qui est le Delaware, le New Jersey, l'État de New York, il y a des dingueries. Voilà. Nord-Ouest, il y a beaucoup de rivières à Steelhead. Et puis après, il y a plein de pépites, quoi. C'est sûr qu'il y a des pépites dans l'Arkansas, dans je sais pas où. Enfin, c'est énorme les USA. Après, au sud, c'est sûr que quand tu arrives au Texas, il y a quelques rivières à truites. J'avais un copain texan qui me disait que dans la Guadalupe River, il y avait des truites. Mais bien sûr, c'est tout le pourtour des Rocheuses, quoi, qui est intéressant. Tout le nord des USA est bon pour la truite. Voilà. Donc moi, je vous parle maintenant du Colorado. Colorado, c'est déjà immense. Alors, intéressant, ça s'appelle le Colorado parce que il y avait tellement de belles couleurs dans cet état que la personne qui a découvert cet état, il a appelé ça Colorado. Colorado, c'est coloré et c'est vrai que c'est incroyable. C'est rouge, c'est beau. Toutes ces canyons là, les mesas, la plaine, ouais, c'est hallucinant. Et donc les deux gros trucs, c'est South Platte River et Frying Pan, qui sont assez similaires, sauf que il y en a une des deux qui a un canyon qui est mythologique. Et là, mais c'est mythologique. Donc vous regarderez sur Google, parce que je ne vais pas vous éditer les photos, Cheeseman Canyon, donc Cheesman. C'est, pour moi, c'est un des plus beaux endroits que j'ai pêché sur Terre. Donc c'est un énorme canyon avec des cailloux érodés par le temps, avec des arbres qui sont tombés là depuis des centaines d'années. C'est un endroit ultra sauvage où il faut vraiment avoir une condition physique pour y arriver. Hein. Il y a beaucoup de marches. Il y a des endroits impêchables avec des énormes lisses entre des cailloux qui pèsent des tonnes et des radiers avec des énormes arcs-en-ciel et des énormes farios qui nymphent là-dedans, qui gobent là-dedans. Il y a des endroits qui sont impêchables hein, dans Cheeseman Canyon. Donc voilà Cheeseman Canyon, donc ces deux rivières-là. Donc vous basez sur Deckers au Colorado, Deckers, et le Deckers c'est un peu l'isle sur la Sorgue du Colorado, quoi. C'est la base où tu peux ensuite bouger dans toutes les rivières alentours. Et tu as donc des pépites en plus, comme notamment la Roaring Fork River, donc je le dis en français Roaring Fork, R-O-A-R-I-N-G espace Fork. Donc très très belle rivière alpine. Donc il n'y a pas trop de pêche à vue dessus parce que ça bastonne fort, mais super rivière alpine style pyrénéen, quoi. Avec des blocs, des eaux blanches. Donc ça c'est top. Et si vous êtes vraiment planté nymphe à vue, voilà, Frying Pan, South Platte. Et il y a aussi des pépites adjacentes qui n'ont même pas de nom. Des rivières à castor, donc les fameuses que vous connaissez avec les barrages de castor. Et ça, c'est aussi dans les Colorado Top Flats. Il y a aussi des parties au Colorado où il y a beaucoup de barrages de castor. Enfin, il y a tellement de choses à faire avec. Il y a aussi des lacs sauvages en addition. Vous pouvez vous prendre un guide pour aller dans des lacs sauvages. Et là, vous trouverez les fameuses truites cutthroats. Donc les cutthroats, je dis en français, c'est les fameuses truites américaines avec le rouge sous la gorge. C'est des poissons magnifiques. Mais il y a plusieurs espèces de cutthroats. Ne croyez pas que vous allez tout de suite faire de la grosse. Je ne sais plus, il y a les West Slope, il y a les Laontanes. C'est assez varié. Et si vous allez, les cutthroats, ce qu'elles aiment, c'est les rivières avec les barrages de castor. Elles aiment bien se tenir dans les barrages de castor. Donc quand tu vas au Colorado, tu peux te faire un petit bonus et te faire
une rivière avec barrage de castor. Nous, on l'avait fait avec mon pote JP, c'était génial, quoi. Ça, c'est vraiment Tom Sawyer en Amérique, quoi. Tu pêches le barrage de castor, tu les pêches à vue là-dedans, et c'est magnifique les queues de trousse. Voilà. Pour trouver des grosses, c'est plus compliqué, je vous cache pas. Donc voilà, si vous tablez sur le Colorado, il y a ça. Et la frying pan, la South Plate, mais tu peux passer une vie, hein. Il faut que vous lisiez les livres de John Guérac. Donc c'est superstar de la littérature pêche à la mouche aux USA, John Guérac, qui parle de ces rivières-là, quoi. John Guérac, il a passé sa vie à pêcher les rivières-là, mais tu as des kilomètres et des kilomètres, c'est un truc de dingue, quoi. C'est tellement vaste, tu peux passer une vie à pêcher là-haut. Donc ça, c'est un peu au niveau des destinations. Moi, j'ai beaucoup de clients qui vont au Yellowstone, donc j'ai beaucoup d'échos. Je ne connais pas Yellowstone, mais j'ai beaucoup d'échos. Je sais que la Madison River, ça pulse fort. C'est apparemment compliqué de pêcher à vue dessus. Mais voilà, moi, je pourrais vous éclairer du coup que sur mes 2 voyages au Colorado. Et pour info, Cédric Nollin, qui a été aussi après, c'est dans le top 3 de tout ce qu'il a fait dans le monde. Voilà. Il vous le redira honnêtement. Et il s'est régalé. Et ce qui est intéressant pour la petite leçon, c'est toujours pareil. Les plus grosses, il a dit que c'était quand même pas si facile. Alors les plus grosses des plus grosses. Hein. Et que bien souvent sur les plus grosses, dédicace à Jean-Marc Sommaré, c'est souvent les micro-nymphes qui marchent là où elles sont suréduquées. Voilà. Donc c'était aussi les conclusions de Cédric. Donc il a fait aussi des bonus comme la Strawberry et la Crystal au Colorado que vous pouvez noter. Ah, attendez, j'ai un petit bout de fil que je dois cramer. Voilà. Donc, au Colorado, South Plate River, Frying Pan River, Gunnison River, la Crystal, la Strawberry. Je peux balancer des noms en live. Hein. Ce n'est pas les 1000 personnes qui vont regarder mon live qui vont ruiner la pêche aux USA. De toute façon, il y a tellement de monde que ce n'est pas la peine. Monsieur Bernard VST, il y a un concours en cours. Si tu marques juste un commentaire, salut, bonjour, je prends la liste des commentaires et j'offre cette belle boîte au cadeau. Bosnie, Ribnik, imitation, dans l'idée d'imitation d'une truite de la Ribnik. Voilà, concours en cours pour ceux qui ont mis un commentaire. Donc voilà géographiquement sur quoi vous pouvez viser. Et vous prenez une petite cahute à Denver, là, à Dekers, excusez-moi, un petit chalet. Donc on va parler de technique après, sur mon humble approche, mais au niveau de la destination, c'est ça. Alors, ce qui est sympa quand tu parles de la France, c'est d'essayer de choper un direct, de se manger en 11 heures, j'en sais rien, un Lyon, un Paris ou un Bruxelles, Denver. Comme ça, tu fais ça d'un trait. Et après, tu loues ton petit 4x4 Defender. Et puis, tu prends la route. Et puis, tu vas jusqu'à Dekers. Donc, je sais plus, c'est 3-4 heures de route. Et attention les tempêtes de neige. Parce que nous, on s'est pris une tempête de neige. Et là, je peux te dire... et heureusement qu'ils ont les voitures adaptées, je vais te dire. Parce que quand tu tapes une tempête de neige dans le col, quand tu approches Dekers, tu vois, je vais te dire, tu fais pas le malin. Quand tu n'as pas dormi dans l'avion, que tu es en mode jet lag. Donc, attention les conditions météo. Aux USA, c'est pas des blagues. Il y en a plus d'un qui ont loupé leur avion. Parce qu'il y avait une route barrée par un effondrement ou un incendie. Donc, faites gaffe à ça. Voilà, toujours pour parler destination, alors je me retiens de parler technique pour le moment. Toujours pour parler destination, il faut absolument que vous passiez dans une grande ville. Donc par exemple là-haut c'est Denver pour voir les fly shops. Il faut voir ça. Même si vous n'êtes pas branché matos, que vous faites votre pêche avec une plume de faisan, il faut voir ça avant de mourir. Non mais tu perds une mâchoire, quoi. Tu perds une mâchoire quand tu rentres dans ces fly shops. Nous, en fait, en France, depuis que la croissance économique après les années 2000 a dégagé, en fait, c'est toujours les magasins de pêche avec des trous dans la raquette, quoi. Et je sais que c'est dur, hein. Respect aux gens qui tiennent un magasin de pêche physique, mais il manque ci dans le rayon, il manque ça, tu as une sélection réduite. Enfin, c'est pas facile, hein. Franchement, d'avoir un business dans la mouche à l'heure actuelle, c'est pas facile. Donc, je tire mon respect aux gens là. Mais aux USA, mais c'est un truc de malade. Mais dans les fly shops, c'est un truc de malade. Comme les rayons, ils sont fournis, quoi. Après, voilà, ils ont Orvis sur place, ils ont quoi, ils ont Sims, ils ont, t'as toutes les collections des boîtes Taki.
pour voir un fly shop physique en Europe qui a la collection des boîtes Taki, c'est un énorme investissement, quoi. T'arrives là-haut, bam, enfin, c'est Disneyland pour moucheurs. Mais ça, c'est pas des clichés. Hein. Il faut aller voir les fly shops. Donc, il y a 2 couches stratosphériques. Donc, il y a tout à Denver, il y a tous les fly shops classiques. Les pop and mom shop, là, un peu fly shop tranquillou. Donc, comme Charlie's Flybox, où il y a Trout's Fly Fishing. Il y en a une dizaine, comme ça, à Denver, qui sont vraiment sympas. Et les gars sont commerciaux et américains. Et ils sont disponibles à la discussion. Ils sont pas comme moi, en tant que Français, à chaque fois que tu me demandes un conseil, je bougonne, quoi. Tu sais, le Français, il a la connaissance, mais quand tu lui demandes quelque chose, il bougonne, quoi. J'ai pas envie de te dire ça, j'ai pas envie. Il est midi, il faut qu'on aille manger. Non, les Américains, ils sont super commerciaux. Quand tu t'intéresses dans un fly shop, le mec, il va te raconter. Parce que ils ont la vente au bout du tunnel, comme on dit. Et voilà, donc c'est fantastique de discuter avec eux. Et d'ailleurs, Somaré en parle dans Parole de Moucheur, qu'il a trouvé des matériaux américains qui ont d'ailleurs donné naissance à l'ANR. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant, parce que l'ANR, Somaré, de ce qu'il te raconte, c'est une mouche franco-américaine. Donc il a mis le génie français dans les matériaux américains. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur reproche aux Américains. Ils ont des matériaux, mais des dingueries. Des dingueries, voilà. Je peux vous donner un exemple ici. Ah tiens, on va rigoler, on va parler d'Amérique. Vous voyez pourquoi mes émergentes de Sedge, elles sont en dehors de stock? Là, ici, j'ai les bandes de Locofoam. Je vous le dis en live, je m'en fous. Voilà, Bernard, tu seras sur le concours. J'ai écumé tous les revendeurs en Europe de Locofoam, mais pour le moment, je l'ai en commande aux USA. Donc, bonne chance pour trouver cette mouche en Europe, parce que j'ai niqué tous les stocks. Voilà, je suis prêt à commander partout, j'ai pas de limite. En Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni. Et donc, notamment les marques Harline, H-A-R-E-L-I-N-E et Wapsi. Mais ils ont des matériaux, si vous regardez bien, c'est des tueries. Regardez bien ça, hein. Si vous êtes monteur de mouches, vous allez prendre le catalogue de Harline et Wapsi. Et là, la Locofoam, la mousse que j'ai trouvée, mais ces émergentes de Sedge, mais c'est une dinguerie, quoi. Sauf que les Américains, ils n'ont pas la technicité pour faire des modèles techniques. Parce qu'ils n'ont pas la technicité des poissons que tu vas retrouver sur la touvre, sur l'Ain, sur la loue. Ils n'ont pas cette difficulté de poisson. Par contre, ils ont des matériaux excellents. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs français, notamment aussi un site au Canada qui s'appelle Frosty Fly. Regardez, ils ont des super matériaux. Donc, si vous êtes monteur de nymphes technique et que vous cherchez des choses techniques, allez vraiment piocher. Sébastien Tixier, si tu mets un commentaire, il y a un concours. Voilà, je pioche au nom, je pioche au hasard ceux qui ont mis un commentaire et il y aura 7 boîtes en cadeau à gagner. Donc voilà, vous allez piocher chez Harline, chez Wapsi. Vous regardez par exemple un énorme magasin en ligne qui s'appelle Bob Marriott's Fishing Store. Regardez en ligne le fly tying, il y a des trucs de folie, quoi. Des mousses, des dubbings, des peaux mouchetées, des poils spéciaux, des plumes. Je vous conseille fortement, si vous êtes passionné de montage, de d'éplucher les catalogues de Harline et de Wapsi. Il y a des trucs de fou. Voilà pour ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant que la NR de Somaré, en fait, c'est un peu une mouche franco-américaine, quoi. Après, quand tu as le talent de Jean-Marc Somaré avec une sélection de produits américains, voilà, ça donne... Vous voyez, les choses hybrides, ça donne souvent des dingueries, quoi. Il faut hybrider, il faut aller chercher, il faut s'inspirer de ce point de vue-là. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la destination. Ah oui, non, je ne vous ai pas parlé des Bass Pro Shop. Donc, déjà, les petits fly shops, c'est une tuerie. Et ce qui est le plus hallucinant, moi, je trouve, c'est les casiers de mouches, quoi. Les casiers de mouches, comme ils sont remplis. Quand tu es monteur de mouches, mais tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Ils ont des dizaines de casiers avec des centaines de références. Alors, le petit bémol, et c'est là qu'on est dans le méchant capitalisme. Stan, il y a une vidéo quand tu gères ta canne à mouche pendant l'action. Oui, je te l'enverrai. Ça s'appelle la pêche en proxy. Je te l'enverrai à Thio. Je te referai un message. Et ouais, les casiers de mouches, mais c'est... Enfin, moi, ça m'a marqué. Enfin, quand t'es passionné du montage de mouches, tu te dis c'est incroyable. Et donc, le petit bémol du mauvais capitalisme, c'est que tout ça, c'est fait par des esclaves au Kenya, quoi. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'elles sont bien montées. Notamment...
On a une marque française qui fait au Kenya, elles sont pas mal montées, mais franchement, quand tu vois, non, excusez-moi, une marque française bien connue que je citerai pas pour pas avoir de problème, qui fait en Thaïlande, qu'on connaît tous, qui sont pas mal montées, je dois avouer. Et la marque Umpqua aux USA, ouais, mais quand tu vois les midges qui montent, putain, mais je regardais les casiers avec des larves de moustiques en taille 24, donc faites au Kenya. Je dois avouer que même si c'est fait par des esclaves au Kenya et que c'est des mouches qui ont aucune éthique, bah elles sont putain de bien montées. Excusez-moi parce que je dois être honnête, même si c'est monté par vraiment des gens qui sont mal payés, qui sont sous-payés et tout, bah elles sont bien montées, quoi. Donc, par exemple, Fooling Mill et Umpqua, j'avoue qu'il y a une amélioration de la qualité des mouches. Après, moi, c'est là que je fais mon gros pénible. Ce ne sont pas des mouches éthiques. Moi, j'achèterai jamais une mouche à quelqu'un qui vit dans une république bananière et qui peut se faire tuer à la machette du jour au lendemain. Désolé d'être aussi honnête que ça. Et voilà, moi je fais mon éthique, là je fais mes mouches devant vous. Je suis un artisan français qui paye plein de taxes, bah tant pis pour ma gueule. Mais au moins j'ai une culture mouche. Voilà. Le petit esclave au Kenya ou en Thaïlande qui monte vos mouches, bah si vous voulez, elles n'ont pas de cœur. Parce que vous voyez, moi je suis en train d'enrouler ma pheasant tail là. Je sais qu'elle va pêcher celle-là. Vous voyez, une PC2 comme ça, moi j'ai déjà pris des centaines de poissons avec. Donc c'est ça qui me dérange. Des mouches qui sont belles, voire même efficaces, qui sont montées par des gens où il n'y a pas d'éthique. Où en fait, bah, le gros patron, il se met tous les sous dans la poche et puis il a des esclaves au bout de la ligne. Voilà. Moi, ça me dérange. Mais je vous remets toujours ma petite pénibilité philosophique dans l'histoire parce que c'est comme ça Nymph Evolution et ça ne changera pas. Et d'ailleurs, Nymph Evolution, il se boit toujours une gorgée de café. Moi, je préfère assumer mon artisanat parce que de toute façon, j'ai compris que ce que j'aurais dans mon boulot, c'est de la liberté et de la passion, mais pas d'acquisition de richesse. Et le jour où tu es artisan, que tu as compris ça, bah en fait, tu n'as plus aucun problème. Tu peux dire ce que tu penses, puisque de toute manière, ta frugalité, ta non-vénalité fait que tu as le droit d'être honnête. Donc en fait, dans le business, plus tu désires un petit salaire, plus tu peux être honnête. Donc du coup, moi, la boucle est bouclée maintenant. Pourquoi je vous dis tout ce que je pense en live? Bah, parce qu'en fait, j'ai un salaire qui est restreint, mais moi, il me convient parce que je veux juste de la passion et de la liberté. Voilà. Si j'avais des rêves de Ferrari, de manoir et d'opérations immobilières, bah, c'est sûr que 70 heures de montage de mouches par semaine, tu vois que c'est pas la solution, quoi. Voilà. Donc toujours pour revenir là-dessus. Alors, je pense qu'on a pas mal parlé de la destination et qu'on peut attaquer en fait niveau technique que vous allez me dire, mais putain gros, comment t'as pêché aux USA, quoi. Alors, comment j'ai pêché aux USA? Eh ben, je vais vous dire, les petits amis, que, et c'est là qu'il faut avoir une culture mouche et connaître sa biologie, en majorité, David Vasquez, concours en cours, boîte à gagner. Si tu mets un commentaire, tu es dans la liste. Elle est belle celle-là. Mets un commentaire et vous mettez un commentaire, salut, bonjour, au revoir. C'est juste pour que vous soyez marqué dans la liste. Moi, je copie-colle et je tire au sort. Donc, comment j'ai pêché aux USA? À mon humble niveau. Et n'oubliez pas que je me considère toujours comme un pêcheur moyen, moins. Pourquoi? Parce que moi, je suis légitime pour parler à mes clients, parce que moi, j'ai galéré dans la pêche en nymphe. À l'inverse de quelqu'un, par exemple, qui a eu un grand maître de pêche à la mouche en France et qui lui a tout donné, sa collection de mouches tout donné d'un seul coup, bah, je trouve que lui, il n'est pas légitime pour parler, parce qu'en fait, son maître lui a tout donné et il n'a pas dû apprendre comme moi à pêcher en nymphe, à galérer. En fait, c'est un peu, si vous voulez, pourquoi je me sens légitime de ce que je fais avec Nymph Evolution? Bah, excusez-moi de la comparaison, mais en fait, si on veut vous apprendre à faire un régime, il n'y a que les gens gros qui ont perdu du poids qui peuvent apprendre à faire un régime. Une nana qui a jamais été grosse, elle peut pas apprendre à une autre de faire un régime. Vous voyez? Bah moi, c'est pareil avec Nymph Evolution. J'ai galéré tellement d'années à faire ma méthode en place que je suis totalement légitime pour vous expliquer parce que j'ai vraiment galéré comme vous. Comme tous mes clients, j'ai galéré à prendre un poisson en nymphe. Donc, d'où la méthode, d'où les explications. Et d'où en fait le plaisir de quand ces petites nymphes elles vont pêcher dans vos mains, ben moi en fait je vous vole le plaisir. Du coup. Donc je suis légitime pour présenter mes mouches parce que j'ai tellement galéré pour apprendre la pêche en nymphe que en fait bah, ça te donne une légitimité parce qu'ils se disent ah ouais le Stan ça se voit qu'il est parti de rien, il était seul au bord de la rivière, il s'est creusé le cerveau. Alors j'ai 1 ou 2 maîtres qui m'ont montré. Mais j'ai galéré à arbitrer des mecs en D1, à regarder dans leur boîte pour se dire, putain, en fait, ils pêchent tout le temps avec le même modèle, les gars, quoi.
Attendez, je fais tomber un truc. Donc, techniquement, je suis arrivé aux USA. Comment j'ai pêché? Vous savez que moi, j'aime bien pêcher les ombres. J'ai développé une petite compétence là-dedans parce que j'avais des rivières à ombre. Et en fait, biologiquement, la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus micis, a beaucoup plus le comportement d'un ombre que d'une truite fario. Et ouais. Et quand tu as compris ça, quand tu arrives aux USA sur ces magnifiques rivières, que tu as un canyon rouge devant toi, avec un aigle royal qui vole, un castor à droite, une loutre à gauche, et ben tu vois dans la rivière plein de truites arc-en-ciel en fait qui sont comme des ombres. Et ça te rappelle le comportement des ombres. Sauf que c'est des truites arc-en-ciel et ça n'a rien à voir avec nos truites fario qui sont cachées dans des racines ou derrière des cailloux. Les arc-en-ciel, elles batifolent en plein courant, elles sont dans le chenal, elles mangent tout le temps. Putain, mais qu'est-ce que c'est sympa ce poisson. Et pour le coup, elles sont sauvages et endémiques aux USA. Donc, tu pêches des poissons sauvages. En fait, tu pêches des truites sauvages qui sont, entre guillemets, actives comme des ombres. Je vais pas dire facile. Et du coup, moi, je vous l'ai déjà dit, mon truc de base pour pêcher les ombres en nymphes à vue, bah, c'est pas un scoop, c'est pas un secret, c'est toute ma gamme de nymphes céramique plomb peint. Est-ce que je les aurais sous les yeux? Non, je voulais vous les montrer. Mais... Donc, céramique plomb peint sans tête tungstène. Assez réaliste parce qu'au final, il y a une tête noire et surtout, il n'y a pas de bille. Moi, j'ai du mal des fois avec la bille sur les pêches à vue. C'est là que la céramique plomb peint, elle marche bien parce que tout le monde pêche avec de la bille et toi, tu n'as pas de bille. Et c'est très petit et ça coule près du fond. Et ben, les arcs-en-ciel aussi, elles sont souvent en train de picorer près du fond quand il n'y a pas de gobage. En fait, toutes les règles de biologie que j'ai compris sur les ombres en France, eh ben, je les ai adaptées à la truite arc-en-ciel parce que c'est du copier-coller. Elles sont tout le temps dehors, elles mangent dans le chenal, elles sont actives, elles ont rarement des phases de non-activité comme les farios. Alors, sur les rivières du Colorado que j'ai pêchées, je dirais qu'il y avait 60% d'arc-en-ciel et 40% de fario. Mais les proportions changent en fonction des États, en fonction de tout ça, donc ça varie aux USA. Et donc du coup, bah, je suis arrivé sur les gravières, donc pour moi c'était exactement comme des ombres. Et j'avais mes petits lestages de céramique plomb peint ajustés. Allez, je vais les sortir là quand même, parce que allez, je peux faire un effort. Hop, un petit bazar. Voilà. Donc vous voyez, hein, je vous mens pas. Hein. Mes céramiques plomb peint avec mon bel ombre, que j'ai tout ici. Je vais encore faire un massacre. Hop, 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 je sais pas si on voit, je vais pas trop pencher. Voilà, avec toute cette collection-là, en 6 lestages, avec du 10 centièmes, bah, au Colorado, vous allez tout péter. Tout péter. De 1, parce que vous avez compris que mes amis les Américains, quand ils ont vu les nymphes là, bah, eux, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils sont Américains. Bah, grand bien te fasse, l'Américain. Et en fait, ça a été le carton. Parce qu'elles n'avaient jamais vu de nymphes céramiques. Donc, malgré la pression de pêche, bah, personne ne pêche avec ça, parce que c'est du jamais vu aux USA. Et tu choisissais le bon lestage qui passe bien. Alors, j'ai compris direct sur le nylon. Hein. J'ai voulu faire le barbeau. Moi, quand j'ai de la place, je m'installe. Hein. C'est-à-dire que j'ai attaqué en 18 centièmes. Je me suis dit, yallah, vas-y, on va tout défoncer avec mes céramiques en 18 centièmes en nymphe à vue. Elles m'ont fait mollo, Pedro. On voit du pêcheur passer. Ton 18 centièmes, il est un peu gros. Donc, je voyais au début que la céramique, ça les intéressait. Tu sais, elle mettait des... Tu sais, quand tu as une truite dans un courant, qu'elle fait comme ça. Elle dit, ça m'a l'air pas mal. Mais elle me dit non, parce que ton nylon, je le vois, tu vois. Et donc après, j'ai baissé en 10-12 centièmes. Non, ça y est, je me souviens maintenant. J'ai baissé en 10 centièmes pour tester. Et là, ça passait crème. Là, si tu faisais, je veux dire, sur un radier au Colorado, avec, ouais, disons une CN3, une petite céramique plomb peint en CN3, parce qu'il y a quand même du fond, il faut lester. Si tu passais en 10 centièmes, que tu faisais le bon passage proche de la gueule, c'était du coup sur coup. Mais comme je vous dis à chaque fois, quand c'est du porn fishing, en fait, quand il y a des millions de poissons, tu te venges parce que tu es français. Donc, tu en fais 50 le premier jour. Et puis après, tu te prends au jeu et tu te dis, ah, je vais chercher les plus grosses. Et bien, sur les plus grosses, après, tu dois te péter les dents. C'est ce que je vous disais en réservoir. Si tu vises le porn fishing, c'est facile. Mais si tu vises le top 5 des plus gros poissons, c'est pas facile. Et après, c'était pas facile. Pourquoi ? Parce que tu reviens dans les mêmes problématiques qu'en Bosnie, en Nouvelle-Zélande ou je sais pas où, que quand tu as des poissons énormes qui sont éduqués, bah, y a un clash entre la taille du nylon qu'il te faut
et l'éducation du poisson. C'est-à-dire, en général, un poisson ultra combatif au Colorado, bah, en 10 centièmes, tu vas le péter. Une arque de 60 dans une rivière puissante, en 10 centièmes, tu ne la sortiras jamais. C'est trop violent, ça pète. Et les gros poissons, quand tu montes la taille de nylon, si par exemple tu montes en 14 ou en 16 centièmes, bah, ils mordent plus. Donc il y a cette zone tampon de merde qu'on rencontre aussi dans les Balkans ou peut-être en Nouvelle-Zélande, où tu te dis que putain, mais le poisson il est tellement gros, tellement éduqué que si je vais baisser en taille de nylon, bah, il va me prendre. Mais du coup, après, je vais tout péter. Donc je vais juste le faire mordre et je pourrais pas le sortir. Et en fait, c'était le problème de ça aux USA, parce que les grosses arcs actives, j'arrivais à les avoir avec des petites céramiques plomb-pain, donc en taille 18 ou 20, il n'y avait pas de problème, elles mordaient. Mais dès que tu montais en taille de nylon, bah, elles ne mordaient plus. Donc la seule manière que j'ai trouvée, c'est de pêcher seulement les coins où il y avait du débattement, où il n'y avait pas d'obstacle, pour pouvoir prendre une grosse arc-en-ciel de 60-62 avec un nylon en 10 ou 12 centièmes. Parce que quand tu étais en 14 centièmes, elle ne mordait plus. Vous voyez le paradoxe? Parce que tes amis américains, ils suréduquent les poissons, avec leur putain de balles de ping-pong, ils leur font passer des dérives en 10 ou 12 centièmes avec des nymphes en taille 20. Donc ça, en France, on sait faire. Mais après, pour le combat, c'est compliqué, quoi. Et du coup, les ricains, ils en sortent presque plus que toi, parce que eux, quand ils pêchent dans les courants, comme ils trichent, qu'ils mettent un plomb, ça c'est important. Ils ont au drop shot, enfin non, comment ça s'appelle? J'ai oublié ça porte un nom. Bref, ils laissent avec un plomb. Bah, ils font de la bouboule à l'orange au frais, quoi, en gros. Et donc tu peux te permettre de monter en taille de nylon. Quand tu pêches dans les courants, ton nylon est moins visible. Donc eux, ils pilonnent à l'indicateur dans les courants. Et là, en 16 centièmes, ils prenaient les grosses. Mais toi, sur les lisses, à un moment, sur le lisse, elle voit ta nymphe. Donc en 10 centièmes, une arc de 60, c'est atomique. Hein. C'est subatomique. Hein. Une arc-en-ciel de 60 en pleine forme naturelle sur la South Plate, c'est subatomique, quoi. En 10 centièmes, avec une 11 pieds soit 6, tu ne la sors pas. Tu la sors pas. En réservoir, oui, parce que tu es dans une bassine et tu peux te battre, mais tu es obligé. Moi, heureusement, bah, j'avais acheté du Frogger là-haut parce que Cédric il m'avait conseillé. Donc, comme tu es aux USA, c'est ça qui est bien, tu as tout le bon matos sous la main. Et moi, après, à la fin, je tournais en 12 centièmes Frogger. Et puis, tu choisis que les plus beaux poissons, quoi. Mais je veux dire, beau, je ne veux pas faire l'orgueilleux. Une truite de 45, je l'attaque, quoi. C'est beau. Pour moi, déjà, une truite de 45 en infavue, c'est très beau aux USA. Et t'as pas non plus des placards à tous les coins de rue, hein. Il faut les voir quand même. Mais je veux dire, ouais, on va dire que la taille moyenne, elle est à 40 cm. Ce qui est déjà, en infavue, très très beau. Et si tu pêches vraiment tous les poissons, disons au-dessus de 40-45, si tu te démerdes bien, ouais, tu peux faire entre 30 et 40 poissons par jour quand ils sont dehors. Voilà. Et n'oubliez jamais que dans tous les voyages de pêche, si t'as pas les conditions, mon pote, tu peux te la mettre derrière l'oreille et ça ira pas. Voilà. Moi, j'ai fait 2 voyages en Suède. J'en ai fait un, le meilleur de ma vie, où je prenais 70 ondes par jour et des arctic chars dans les lacs, c'était de la folie. Je retourne 5 ans après en Suède. Il y avait une sécheresse depuis 3 semaines, il n'y avait pas un insecte dans l'eau. J'ai pris 2 poissons par jour. Malgré que j'étais au fin fond de la Suède. Si tu n'as pas les conditions, tu n'as pas les conditions. Ça m'a fait pareil en Islande. Donc ça, il faut jamais l'oublier, quoi. Tu peux aller dans n'importe quel pays. Malheureusement, c'est ça qui est dur pour les guides de pêche. Parce que quand tu n'as pas les conditions, mon pote, tu n'as pas les conditions et tu ne pourras jamais en vouloir au guide. Voilà. C'est assez connu combien de personnes adorent ou détestent Piam parce que ils sont partis en voyage avec lui en Mongolie. Il y avait toutes les rivières teintées. Bah, le pauvre Piam, quoi qu'on en pense, quand t'as pas les conditions, t'as pas les conditions. Et ça, c'est très dur à avaler quand tu pars sur un super voyage. Après, la mobilité aide. Donc, c'est un classique qu'en Nouvelle-Zélande ou aux USA, bah, tu prends ton rame, là, ton gros 4x4. Et puis tu dégages, tu changes de versant pour trouver des rivières, soit en eau ou soit où ça pêche. Mais globalement, sur les rivières du Colorado, tu vois tout le temps des poissons en place, sachant que c'est des tailwaters. Mais comme j'ai beaucoup, moi, d'éco théorique des clients, j'ai aussi des clients qui sont allés là-haut au mois d'avril. Et l'hiver n'était pas fini, et donc ça caille. Et quand tu es sur des rivières avec de l'eau de fonte au Colorado, bah, les poissons ils sont tannés au fond et ça bouge pas, quoi. Et donc pêche de merde, quoi. Je m'en souviens, hein, il m'a appelé le gars, il était à Dekers, il me dit putain, c'est encore l'hiver au mois d'avril, il faisait 3 degrés.
et les poissons n'étaient pas dehors, malgré que ce soit blindé de poissons, donc t'en fais pas. À moins d'aller les biper aux streamers comme un zinzin, mais tu vas pas aux USA pour jiguer des streamers dans des rivières limpides, quoi. Tu vois, c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Bon, je vois qu'il me reste une trentaine de Frozen Tail. Je finirai ça, puis je finirai le live, parce que après, je dois quand même aller à la poste pour les commandes en cours. Donc, techniquement, pour faire simple, j'ai tout défoncé au plomb-pain, quoi. J'ai tout défoncé. Vous pouvez encore y aller, parce que je suis un peu ce qui se passe aux USA. Et je vous dis, le Euro nymphing, ça intéresse, voilà, ça intéresse très peu de monde, en fait. Ça les intéresse pas tant que ça. Je pense que la pêche en sèche est toujours reine. Enfin, il n'y a pas eu l'Eldorado du Euro nymphing. Je crois que Devin Olsen, ils ont gagné une fois un championnat du monde. Enfin, ça a fait un feu de paille, quoi. C'est monté, c'est redescendu. Malgré leur super DVD, Devin Olsen et... J'ai oublié le nom de son collègue là, qui a fait le DVD. Et voilà, il y a aussi un autre cliché que je vais vous dire. Sur le guide de pêche aux USA, c'est pas des rockstars, les mecs. Il faut arrêter de croire que même aux USA, les mecs, ils roulent sur l'or. C'est pas ça. En fait, c'est un peu comme moi. C'est des mecs passionnés qui passent 70 heures au bord de l'eau. Bien souvent, ils ont fait comme moi. Ils ont un peu mis leur vie sociale à la poubelle pour aller avec des clients pêcher. Voilà, si t'es guide de pêche investi, ta vie sociale, les copains, tes gosses, machin, tu te mets un peu ça de côté pour faire ta passion. Et le guide de base aux USA, c'est un peu ça. Et c'est un mec qui va pêcher printemps-été au Colorado, au Montana, en Utah, dans le Wyoming. Mais en fait, il va aussi complémenter l'hiver en bougeant avec son truck pour aller guider sur les Bonefish dans les Keys, en Floride. Donc, le guide de base, il ne faut pas croire que c'est une superstar et qu'il se fait des milliers de dollars sur son bateau, en drift. Non. Et c'est là que vous voyez le prix d'un guide aux USA, c'est super cher. Mais quand tu vois le temps qu'il y passe, parce que les guides sont aussi des artisans de la pêche, c'est ça qu'on a du mal à comprendre quand on est salarié, que ce soit pour un monteur de mouche comme moi ou un guide. Il faut voir le temps que ces personnes passent au bord de l'eau. Il faut imaginer que c'est professionnel. Je sais que vous êtes des passionnés de pêche à la mouche, c'est votre loisir, vous allez passer des week-ends entiers. Mais en tant que professionnel, voilà, c'est des heures et des heures passées à faire ta passion. Et à la fin, quand tu enlèves les sous qui restent, tu as payé tes taxes, tu as payé tes fournisseurs, le nombre d'heures que tu as passé, bah, c'est de l'artisanat de passion, quoi. Et aux USA, c'est à peu près ça. À part vraiment des grandes stars comme Chocolate sur le brochet ou ouais, peut-être Pat Dorsey dans le Colorado, il fait un peu de blé. Mais le petit guide moyen qui est dans une ville dans l'Arizona, même aux USA, il ne faut pas croire qu'il se fait des couilles en or. Il y a aussi de la compétition, c'est comme en France. Donc voilà, c'était pour faire un petit bémol là-dessus. Donc techniquement, bah en sèche, j'y ai pas pêché aux USA parce que je suis toujours cet éternel sagouin qui, même quand ça gobe, pêche en nymphe. Donc là, vous pouvez me traiter de sagouin, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est mathématique. Quand un poisson, regardez ce faisan, vous voyez la sélection quand on est à l'atelier. Donc ouais, désolé, avertissement, je vais encore être honnête. Bah, quand ça gobe en sèche, ça marche forcément en nymphe. Donc voilà, moi c'est mon malin plaisir de les pêcher en nymphe quand il y avait des éclosions. Mais il y avait des éclosions. Je m'en souviens à un moment avec ma petite Frozen Tail Orange Spot en taille 18. Il y avait des éclosions. C'était des Baetis rhodani en fait, les mêmes que chez nous. Le corps, taille 16, 14, un peu gros. Tu vois, un bon gros 16, quoi, style taille 15. Les bonnes ailes grises un peu translucides. Le corps vert pomme, c'était des Baetis rhodani, les mêmes que chez nous. Mais des tapis, mais j'ai jamais vu. C'était dans Cheeseman Canyon. Je n'ai jamais vu des éclosions comme ça de ma vie. J'ai même vu des éclosions. Il n'y a que en Mongolie que j'ai vu la même magnitude d'éclosion qu'aux USA. C'est hallucinant. C'est quand tu viens de la France où il y a vraiment toutes les éclosions qui sont mortes. J'irais même plus loin, que tu roules 300 km et que tu as un moustique sur le pare-brise. Quand tu vois ça, tu te dis putain. Mais vraiment des tapis. Et c'était même compliqué en sèche. Je me souviens, j'étais avec un pote, c'était pas facile en sèche parce que elles choisissent quoi, elles gobent en émergence. Enfin, elles sont à table, hein, elles sont au banquet, elles se font plaisir. Hein, donc
Tu voyais aussi beaucoup de gobage en émergence, c'est-à-dire juste une bosse avec un remous et non pas le rond à part entière, hein, où elle vient saisir l'imago, un sec parfait. Non, non, elle les prenait en émergence, les salopes. Et du coup, avec une petite Feuzentail tungstène en taille 18, une PO1, un truc que j'ai là, enfin ma base, bah tu défonçais tout en nymphe. Parce qu'en fait, ils étaient tous en train de pêcher en sèche. Et toi, tu les pêchais en dessous en nymphe. Bah voilà, tu regardais en sèche, c'était à peu près de la taille 16-14. Bah, tu mets une petite PO1 ou une PO2 en taille 18 ou 16 avec une orange pote et puis tu dérames tout, quoi. Tu les vois faire tu vois des poissons qui se décalent sur ta nymphe, mais ça c'est aussi hallucinant parce qu'en France elles sont dures à la décalade quand même, faut les ramener bien dans le bec. Et putain, là-haut, mais moi j'ai vu des arcs, j'ai des souvenirs, une bordure là où il y avait des sapins sur la South Plate près de Deckers, une rivière bien ouverte, avec d'un côté un reste de canyon rouge, avec des gros galets rouges, avec une gravière vraiment rougeâtre, mais avec de l'eau limpide en plein soleil, avec au loin encore des canyons et du ciel bleu. Il y avait une bordure là, où il y avait des arcs-en-ciel en poste. Putain, mais soit tu faisais, elles étaient à entre 4 et 6 mètres du bord, voire même des fois la tête dans la bordure. Soit tu faisais en proxy, donc sans soie, hein, pareil, la méthode en proxy, ou soit à l'arbalète. Putain, en plus les céramiques Plompin, bah, l'avantage en proxy, c'est que tu peux sortir, tu vois, 7-8 mètres de nylon, ça projette bien, parce que c'est petit et dense. Donc les céramiques Plompin, donc ce qu'on appelle chez nous la hache tendinite, c'est-à-dire la pêche en mode tendinite, mais ça se projette sans soie en fait. Une céramique Plompin, quand tu as une 11 pieds, bah, tu balances à 10 mètres. Mais je me suis jamais autant régalé de ma vie, quoi. Donc, pas de soie dans les anneaux, juste en nylon, en proxy à l'arbalète, avec une petite céramique Plompin. Mais j'ai remonté la bordure, mais c'était... tu avais des poissons entre 40 et 55 cm qui étaient à table en train de manger. Tu arrivais proprement entre les buissons, une pointe en 12 centièmes, propre. Tu posais bien ta céramique à l'amont, tu faisais pas de dragage, c'était posé pris à chaque fois, quoi. Et ça bataille, putain. Les arcs de 45, c'est des bombes, avec des robes parfaites et tout. Alors, sur ces rivières du Colorado, il y a quelques poissons douteux d'aquaculture, parce qu'ils bassinent aussi comme des sauvages. Il y a un gros renouvellement, parce que ça prélève beaucoup aussi. Hein. T'as les barbecues au bord de la rivière. Hein. The American way of life, c'est aussi se faire une bonne truite au barbecue. Mais voilà, que vous dire de plus de la pêche techniquement? Bah, encore des grands classiques de nymphes évolution. De toute façon, comme le dit Cédric, les nymphes françaises marchent dans tous les pays du monde quand tu sais les utiliser. Désolé, je suis encore chauvin pour le coup. Mais voilà, c'est toujours pareil, quoi. Ta gamme de céramique, ta gamme de Feuzentail. Donc j'ai pêché avec quoi? J'avais toute une gamme de céramique parce que fallait quand même des céramiques assez lourdes des fois. Tiens, je vais vous montrer les genres des bazars si vous êtes intéressés. Donc CN6. CN6, les plus grosses céramiques que j'ai. Plompin, sans tête tungstène. CN6, en fait, c'est monté sur un hameçon taille 12 avec du plomb 1,2. Et c'est un bon bazar quand même. Et c'est sans billes. Donc moi, j'aime bien pêcher les poissons qui sont vraiment dans le profond avec ça. Parce que la bille, il la voit souvent. Alors qu'une grosse céramique Plompin, donc il y avait... parce que c'est des rivières qui tirent quand même aux USA. C'est des rivières où il y a du jus, ça pousse, il y a du débit. Et en France, on est un peu habitué, comme il dit Jacques Herrig, à pêcher le plat d'épinards dans des flaques d'eau, quoi. Je veux dire, nous, les étiages, tu te demandes encore si les cailloux, ils vont vivre, quoi. Alors que là-haut, t'es pas habitué, quoi. Il y a des rivières où il y a du jus, il y a de la profondeur, quoi. Donc, tu dois quand même forcer sur le lestage, quoi qu'on en dise. Et donc, lester pas mal. Et donc, à vue, j'ai pêché avec toute la collection de céramique. Donc, ça allait effectivement de la taille 20. Petite céramique en taille 20 pour quand même les trucs les plus retors, hein, qui sont dans une bonne profondeur d'eau. Quand tu te fais refuser ta céramique en taille 16, bah, tu passes direct en taille 20. En général, ça passait. Les plus grosses, elles sont un peu chiantes sur la taille. Hein. Donc après, tu vas sur des micro-nymphes. Beaucoup de Feuzentail orange spot. Donc mes nymphes Feuzentail de courant, hein, les classiques PO1, PO2, PO3. Ça, c'est vraiment, je les pêche beaucoup en nymphe à vue. Donc Feuzentail bi-orange. Et j'avais déjà à l'époque des essais de gamarre translucides dans les endroits avec rien d'eau, où vraiment il ne fallait pas plouquer
il y a des grandes parties calmes, et ben le gamard a fait un massacre. Et je le ressortirai peut-être en série limitée, parce que ce qu'il y avait là-haut, c'était un gamard rouille. Le rouille, j'ai enlevé de la collection, parce qu'il pêche pas dans beaucoup d'endroits. Mais du coup, pour le Colorado, donc le brun marchait aussi. Bah, en fait, vous vous en doutez, quand vous voyez les paysages, c'est très oxydé, c'est cette couleur rougeâtre. Et effectivement, les gamards brun rouille, ils marchaient du feu de Dieu, quoi. Alors là, enfin, de toute façon, moi, de ce que j'ai vu, c'est on-off, quoi. Soit t'as la bonne mouche, la bonne dérive, elle se décale de 3 mètres, mais t'assistes à des scènes de pêche en inf à vue, mais c'est d'une autre planète, quoi. C'est d'une autre planète, quoi. Quand tu vois une grosse arc qui nymphe, qui est là, sur son radier, bam, 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 elle mange. Putain, tu lui pètes ta céramique, tu sais, à 4-5 mètres à l'amont, tu as suivi l'impact, tu la vois plus, hein, ta céramique, parce que c'est trop profond. Tu regardes le comportement du poisson. Quand tu vois l'autre, tu vois dans ses yeux qu'elle y va comme ça. Waouh. Tu lui pètes un ferrage, chandelle et tout, des grosses arcs de 50. Non, c'est explosif. C'est ce que je dis souvent et je me permets quand je vois que des gens ont un certain budget d'argent et qui me parlent de voyage de pêche. En fait, je leur dis directement, écoute, tu sais, si tu as un budget pour aller à la pêche, si tu as cette chance, parce que tout le monde n'a pas la chance, ça coûte cher, va aux USA. J'ai déjà envoyé plusieurs clients, j'aurais dit, écoute, je vais pas te parler des Slovénie, l'Autriche, machin, la Bosnie, tu sais quoi, prends le raccourci. Tu as la chance d'avoir le budget, va aux USA. Vas-y, c'est une tuerie. Et j'ai envoyé une paire de clients là-haut. Et c'est ça qui est cool dans mon métier, parce qu'après, moi, je les vois avec mes mouches là-haut. Et ça me régale, quoi. Vous voyez, je suis à Leto, je reçois un message, un SMS d'un client qui est aux USA. Ah, Stan et tout, regarde, grosse truite prise avec tes nymphes. Vous voyez, en fait, pourquoi les monteurs de mouches font ce métier-là? Parce qu'en fait, tu pêches par procuration. En fait, tu sais que tes mouches, elles sont disséminées, elles vont pêcher sur toute la planète. Donc, en fait, tu peux mourir tranquille. Parce que là, moi, je sais que j'ai des mouches à l'heure actuelle qui pêchent dans plus de 15 pays. Et en fait, ça te touche droit au cœur, quoi. Tu pêches par procuration, quoi. Donc, en fait, avec Nymph Evolution, j'ai juste voulu passer plus de temps au bord de l'eau en restant à l'atelier. En fait, c'est juste ça le secret. Voilà. Et voilà, donc techniquement, donc vraiment les céramiques Pompin, parce que il y a du tirant, quoi. C'est des rivières qui tirent et il faut lester, quoi. Donc pour ça, les céramiques, c'est bien. Très peu de gamards dans les flaques d'eau. Au Colorado, gamard brun rouille. Et avec quand même des zones d'herbier avec parfois le gamard olive marchait bien. Alors, le bon gros bémol en inf à vue, et là ça fait un peu poisson de cirque, c'est que c'est des poissons qui sont tellement matraqués et c'est des arcs-en-ciel que ça fait un peu réservoir par contre. Si vous allez sur les grands listes de Deckers, en inf à vue, en fait, elles bougeront pas devant vous les truites. Donc ça fait un peu réservoir parce qu'elles sont tellement pratiquées qu'elles se barrent plus. Elles restent là devant toi. Donc bah en inf à vue, tu finis par les niquer tôt ou tard. Parce que quand tu es habitué à une Faréo française, que tu lèves 2 fois ta canne sur la bienne à Jeur, que l'autre elle est en panique celtique, elle est barrée, bah là-haut tu as le droit à 200 lancers sur une arc-en-ciel. Donc tôt ou tard, donc je dois avouer que ça fait un peu réservoir. Je vais être honnête avec vous. Et Cédric, il a raison, Cédric Nolin, il me disait qu'il a été un peu déçu par le caractère douteux de certains poissons. Effectivement, il y a des poissons avec la gueule tordue, il y a des poissons avec des ouïes en moins, il y a des manches courtes, mais il y a de tout, hein. Il y a de tout. Et, bien souvent, plus tu t'éloignes des ponts, plus tu fais des poissons sauvages, quoi. Après, j'essaye de réfléchir, de vous dire avec quoi j'ai pêché d'autres. Mais comme j'ai 30 nymphes dans ma collection, puis que je pêche tout le temps avec la même douzaine de nymphes, bah, je vais pas vous vendre du rêve, quoi. Monsieur Ludovic Viens, il y a un concours. Si tu mets un commentaire, tu seras tiré au sort pour avoir cette boîte. Regarde ça, si elle est magnifique. Voilà. Je ferai tout le temps des concours sur les lives maintenant. Et donc on a fait la mentalité américaine. Il est quelle heure là en fait? Je m'emballe pas parce que je dois aller à la poste. Midi. On a fait la mentalité américaine, on a fait les destinations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre techniquement? Bah, je vais appuyer mon propos. En fait, moi je pêchais déjà en inf à vue en proxy à l'époque. Donc je pêchais déjà sans soie. Et ça s'y prête à mort par chance parce que plus les rivières sont rapides, moins tu as besoin de soie. Enfin, désolé, c'est ma vision, hein. C'est ma vision de ce que je fais avec Nymph Evolution. Et la pêche en proxy, bah, par exemple, le top, c'est dans un torrent autrichien, quoi. De l'eau limpide, super claire. La pêche en proxy, comme ça, sans soie, avec des lancers courts. Je vous invite à regarder la vidéo sur la pêche en nymphe en proxy.
Donc vous n'avez pas de soie, mais vous fouettez quand même, et vous fouettez à 10 mètres, bah, plus l'eau elle est rapide, meilleur c'est en infra vue. En fait, la pêche en proxy, c'est de la pêche à vue ou au fil. Voilà. Et dans ces rivières rapides, en fait, bah, quand tu pêches avec des collègues qui ont une soie, bah, en fait, ils sont là à fouetter tout le temps parce que c'est rapide pour faire plonger et faire des dérives courtes. Bah, tu te rends compte que la soie, elle sert à rien, quoi. Ça, c'est une évidence, quoi. Dans un torrent en Autriche, quand tu pêches à vue, c'est clair et net que tu seras plus efficace sans soie qu'avec de la soie, quoi. Ça, c'est une certitude. Après, sur les pêches de gravière, je dis pas. Mais c'est ce que je dis toujours. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'une rivière à gravière. En fait, les grandes gravières de la Sorgue ou à Ornans ou la rivière d'Ain, au final, c'est un peu la rivière du riche, entre guillemets. Parce que le français moyen, bah, il a une bonne vieille rivière de talus, quoi. Le gars qui habite dans l'Oise ou, j'en sais rien, sous le plateau de Mille Vaches ou même en Normandie, je vais te dire, dans un shoal stream, bah, les rivières de gravière, c'est pas ce qui court le plus. Et c'est pour ça que ma vidéo sur la pêche en infravue en proxy a un succès étonnant. Il y a une dizaine de milliers de vues. Parce qu'en fait, je sais que la plupart des Français, bah, ils n'ont pas des rivières à gravière, quoi. Sur Seasons, dans Pêche-Mouche, dans 8 pieds 6, on vous parle que des rivières de gravière. Mais en fait, c'est une minorité des rivières, quoi. Le Français moyen comme moi, qui habite dans le Nord-Est, il va dans la Meuse, il va dans les Vosges, il va en Haute-Marne. Bah, c'est une rivière de talus, quoi. Enfin, je sais pas, tu prends n'importe quelle rivière dans la Meuse ou en Haute-Marne, les gravières, ça court pas les rues, quoi. C'est plutôt du talus. Et donc ça, c'est une réalité que de plus en plus de gens qui m'écoutent comprennent, mais que faut arrêter de faire croire aux gens que la vie, c'est season, c'est destination aux mouches, c'est pêche-mouche, que tout le monde va fouetter sur une gravière, quoi. C'est vraiment, c'est assez exceptionnel d'avoir des rivières de gravière en France. Donc, bah, ça fera son bonhomme de chemin, comme d'habitude. Moi, ce n'est que ma vision. Et voilà. Et bah, aux USA, il y a des gravières, mais putain, la granulométrie, elle est grosse, quoi. Hein. C'est pas sur la Green River, oui. Alors, il y a la Green River que j'ai pas fait, dont je vous ai pas parlé, mais qu'il faut vraiment faire, parce que tout le monde me parle de ça. Alors, je sais pas si ça l'embêtera, parce que c'est un mec qui est comme moi qui fait sa vie, mais vous pouvez contacter Sylvain du SC Fly Shop. Je ne sais pas si ça l'embêtera pour vous donner des conseils pour les USA. Parce que lui, il y a été beaucoup de fois et il connaît beaucoup mieux que moi, quoi. Il connaît beaucoup mieux que moi. Et puis, il doit y avoir des très bons... Je pense aux guides de pêche français qui guident aux USA. J'ai pas de nom qui vient comme ça, mais il doit y en avoir. Mais voilà, moi, si vous voulez me demander techniquement, si demain je retourne au Colorado, bah, je te fais vraiment une sélection de céramique plomb-peint, mais sérieuse, quoi, dans toutes les tailles. De la taille 20 à la taille 12, il faut vraiment avoir un grand gradient. Ça, si tu veux pêcher à vue, je te fais ça. Des petites Pheasant-tail orange spot, des gamards bruns. Et puis, avec ça, tu vas rouler en nymphe. Il n'y a pas besoin de rêver plus. Après, si vous allez pêcher en nymphe au fil, ce qui est possible aux USA, bah, tu prends tous les classiques, de la céramique tungstène, en 3 tailles, parce que ça tire. Hein. Les USA, ça tire. Hein. Comparé à chez nous, ça tire fort. Enfin, je parle des Rocheuses, près du Colorado. Attendez, je remplis ma petite sélection. Voilà. Bon, il me reste une vingtaine de PC3 à faire. Je fais ça, puis je vais couper le live. J'essaye de voir ce que je pourrais te dire pour vous aider sur les USA. Bah, tu prends un vol direct. Voilà, le mieux, c'est Denver. Il y a le truc d'y aller en famille ou pour la pêche. Donc, moi, j'ai fait les deux. Enfin, moi, j'ai pas mixé parce que, voilà, j'aime bien... j'ai beaucoup de temps pour aller à la pêche parce que je fais des mouches la nuit. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il y a des orages. Mais moi, je vous conseille de pas mixer, de faire soit l'un, soit l'autre. Soit tu te fais ton road trip aux USA avec ton poteau de pêche et vous vous mettez sur la route, vous écoutez Scorpion et Judas Priest et Motorhead et vous partez en road trip à boire des bières et vous faites le putain de voyage de votre vie avec votre meilleur pote dont vous avez toujours rêvé, tu le fais à fond. Tu dors à l'arrache, tu te laves pas pendant 7 jours et tu pêches comme tu n'as jamais pêché. Et sinon, à l'inverse, moi, ce que j'ai fait, c'est le road trip en famille avec Vegas, Grand Canyon, l'Utah, Zabriskie Point, enfin, tout ce qui a à voir au niveau touristique, c'est aussi fantastique. Mais moi, je me suis retenu, en fait, d'emmener ma canne à pêche en famille. J'étais avec ma soeur, ma femme, pour, en fait, pas les pourrir avec la pêche pendant le voyage. Après, si vous pouvez mixer en famille, faites-le.
Mais moi, je pense que si tu vas pour la pêche, malheureusement, fais-le sans la famille, vas-y à fond, quoi. Vas-y à fond, en mode rock'n'roll, parce que c'est le vrai American road trip, le road trip américain à la Kerouac, quoi, dont on rêve tous. Vous voyez, donc, et c'est pour moi, pour conclure, le- les meilleurs moments de ma vie. Je crois que c'est mes 2 voyages de pêche au Colorado. Si je mets, si j'oublie ma femme et mon gosse et ma famille, si je mets de côté la famille et que je parle de passion, les 2 voyages de pêche que j'ai fait au Colorado sont les meilleurs moments de ma vie, au-delà même de la Mongolie, au-delà de l'Islande, au-delà de l'Écosse, au-delà des Balkans. C'est sur un piédestal parce qu'il y a tout aux USA en fait. Il y a les paysages, il y a la mentalité, il y a les poissons, il y a la beauté des rivières, il y a l'abondance, il y a les insectes, il y a la culture, il y a... Puis dès que tu sors de la pêche, de toute façon c'est intéressant les USA, c'est quand même une nation de dingue. Donc c'est très intéressant. Donc moi c'est les meilleurs moments de pêche de ma vie. Voilà. Pêcher au Colorado, dans Cheeseman Canyon, c'est inoubliable. Je pense que sur mon lit de mort, je m'en souviendrai encore tellement c'est à vous couper le souffle, quoi. C'est une distorsion espace-temps. Il faut vraiment aller faire ça. Il faut vraiment aller voir Cheeseman Canyon et pêcher là-dedans. Putain, ces gros arcs-en-ciel magnifiques qui se nourrissent. Alors, les Farios sont pas dégueulasses non plus. Monsieur Azael Grandjean, il y a un concours. Seb aussi. Si vous mettez juste un commentaire, bonjour, merci, au revoir. Il y a une liste et je tire au sort pour le gagnant pour cette boîte. Voilà. Je reprends. Donc ouais, c'était le top pêcher aux USA. Enfin, je sais que c'est le rêve de beaucoup de moucheurs qui m'écoutent, mais allez-y quoi. Allez-y. Alors au niveau du timing, en dessous de 7 jours, c'est compliqué. Peut-être si vous bossez là-haut, vous faites une parenthèse enchantée, 2-3 jours de pêche, pourquoi pas si vous avez cette chance. Mais en dessous de 7 jours de pêche, c'est vraiment du gâchis quoi. Moi j'ai fait 2 fois en assez resserré. J'ai fait 11 ou 12 jours de voyage avec 8 à 9 jours de pêche, ça allait. Mais je ne conseillerais pas en dessous, quoi, parce que à un moment, il faut que tu amortisses quand même, quoi, une fois que tu es sur place. Et puis ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Je pense que 7 jours de pêche, c'est un grand minimum. Moi, maintenant que j'ai un gosse, que je suis occupé, ma femme bosse beaucoup aussi. Et pour l'atelier, je m'absenterai pas plus de 12 jours de la maison. Donc sur les 12 jours, tu as quelques heures de voiture. L'avion. Faites attention quand vous louez des voitures à l'étranger, c'est toujours des filous. Hein. Nous, on s'était fait arnaquer, pareil aux USA. Il faut vraiment faire gaffe parce que tu as la tête dans le cul. Et les agences de location de voitures, elles t'arnaquent souvent, en fait, les malins. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous ai bien parlé de la mentalité américaine. Je vous ai tout dit de ce que je savais sur Destination Colorado. Hein. Donc, vous avez de quoi faire. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Et puis techniquement, je vous le répète, quoi. Enfin, je vais pas me dénaturer, quoi. Des céramiques Plompin, des orange spots, des gamards, quoi. Donc du bon nymph évolution bien gras avec trichoptère, donc les céramiques Plompin, éphémères, les Feuzentail orange spot et gamards. Donc on change pas une équipe qui gagne. Et non, c'était un régal de pêcher à vue comme ça. Et je vois qu'il me reste une dizaine de Feuzentail, donc comme je bosse en discutant, je vais fermer ce live avec une anecdote qui m'est arrivée il y a exactement 12 ans. Une belle anecdote liée aux USA. Donc je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un soir du mois de juin. Je rentre de la pêche avec madame qui me gueule dessus parce que je suis rentré à minuit, je suis resté pêcher à vue jusqu'à je sais pas quelle heure, 21h, 22h, ça pêche encore à vue. Petite info bonus, comme me l'a dit Cédric, et il a raison, il y a des excellentes lumières pour pêcher en nymphe à vue juste avant le coucher du soleil. Il n'y a pas que le coup du soir en pêche en sèche. Si vous regardez bien, les 1 ou 2 heures avant le coucher du soleil, il y a toujours une lumière tamisée, diffuse, qui est excellente pour la pêche à vue. C'est Cédric Nolin qui me l'a appris et je l'ai vérifié de nombreux soirs. Donc ce soir du mois de juin 2012, je rentre à minuit, j'avais 1h30 de route, j'étais allé pêcher assez loin. Super journée de pêche, tu rentres le soir, tu es quand même fatigué. Et je jette toujours un coup d'œil sur l'ordinateur le soir pour voir les commandes que j'ai eues, pour voir ce que je vais préparer comme mouche. Je vois une commande des USA, donc j'ai une commande sur 100, c'est des USA. Et je vois une commande des USA marquée Donald Trump Jr.
C'était en 2012. Hein. Souvenez-vous, en 2012, c'était quelques années avant l'investiture de Trump. Donc Trump, aux USA, il y avait peu de gens qui connaissaient. Société était passionnée des USA. Moi, ça, en 2012, ça me disait quelque chose, Donald Trump. J'avais déjà vu ça vite fait à la télé. Et aux USA, il y a plein d'homonymes, quoi. Il y a plein de gens qui s'appellent Mitchell, Trump, je sais pas quoi, Donald. Donc le soir, je me dis, ah tiens, il a le même nom que Donald Trump. Intéressant, voilà. Mais sur le coup, je me dis, oui, ça va pas être le président des USA actuel qui va commander des mouches chez moi. Et puis je dors le soir, les Américains ont des homonymes. C'est un gars qui s'appelle Donald Trump, là. Il habite dans l'État de New York, il y en a plein, des homonymes. Et c'était quand même une belle commande. Je ne cache pas que c'était une commande à 400 € et c'est quand même des beaux paniers moyens pour moi. C'est quand même rare que j'ai des aussi grosses commandes. Et je dors dessus la nuit. Comme d'habitude, je préfère toujours penser à ce que j'ai pêché qu'à l'argent que je vais faire. Et le matin, je mets un café, je prends les commandes, je commence à monter. Et là, je dis, bon, là, il va falloir aller vérifier. Parce que non, Donald, non, excusez-moi. Donc, non, c'est comment? Nom Trump, prénom Donald Junior, Donald Trump Junior en 2012. Et l'adresse, c'était un mansion, donc dans l'État de New York. Et je vais voir sur Google Maps, je tape l'adresse, je fais, ouh, c'est un putain de mansion, mais genre, il y a peut-être moyen que ce soit le président des USA, soit son fils qui m'ait commandé des mouches. C'est pas possible. Je vous la raconte 12 ans après l'anecdote, parce que c'est quelque chose que j'aime pas forcément raconter. Mais comme maintenant j'ai choisi d'être honnête, je le dis. J'aime pas forcément raconter cette anecdote parce que j'aime pas le côté raciste et xénophobique de Trump. Mais je vous raconte la vraie anecdote. Et du coup, je cherche, je tape Donald Trump adresse avec l'adresse qui était marquée. Et en fait, je vois des articles de stars qui disent ouais, il a un domaine magnifique. Et je vois les photos du domaine, du mansion. Donc c'est un manoir de chasse en fait. Et je dis non, c'est pas possible quoi. Et en fait, déjà c'était fou à l'époque parce que en 2012-2013, Trump il n'était pas investi. On le connaissait comme un magnat de l'immobilier. Et en fait, moi 1 ou 2 ans après, quand Trump il est allé en campagne, je dis putain mais c'est pas possible. J'ai vendu des mouches au fils du président des États-Unis. Donc en fait, pour la vraie histoire, c'est pas Donald père, c'est pas Donald senior, le fameux Donald Trump que vous connaissez tous. C'est son fils qui m'a commandé des mouches en 2012 parce qu'il est passionné de pêche à la mouche et il a sûrement dû regarder ce qui se faisait en Europe et il a tombé sur les nappes céramiques, donc il m'a fait une commande. Du coup, j'ai accompagné ça d'une lettre en anglais en disant je suis quand même honoré que Trump, votre famille commande des mouches. Voilà, s'il y a moyen de venir pêcher chez vous quand je vais en Amérique, non, j'ai pas mis ça sur la lettre, mais c'était voilà. Donc peu importe ce qu'on pense du personnage de Trump, moi j'étais honoré en tant que célébrité qu'une célébrité comme le fils de Donald Trump commande des mouches chez moi. Mais je pense que c'est sa secrétaire qui a commandé des mouches pour moi. Tu sais, le mec là, il doit dire, tiens, j'ai vu une infévolution là dans la pêche à la mouche, commande chez lui. Et pour lui, 400 €, enfin, je veux dire, c'est une mie de pain. Pour moi, c'était une très très belle commande. Donc je m'en souviendrai toute ma vie, puisque après, mes copains proches, parce que j'ai pas raconté cette anecdote-là il y a 10 ans, j'ai pas envie d'étaler ça. Maintenant, entre guillemets, il y a prescription. Donc j'étais le gars qui vend des mouches au fils du président des USA, quoi. Donc on me chambrait avec ça. Et voilà, 12 ans après, je vous donne cette anecdote qui est assez dingue. Pour la petite histoire, j'ai aussi vendu des mouches à Nicolas Vanier, dont je suis partagé sur... je trouve qu'il a fait des films fantastiques, mais j'ai aussi eu des échos sur lui et sur sa maltraitance des animaux. Je suis assez partagé, mais moi je suis dans tous les cas honoré que... des stars comme Vanier ou Trump me commandent des mouches. Voilà, c'était pour la petite histoire. Je le dis à la fin d'un live parce que vous êtes un public intéressé pour vous partager un peu mes tranches de vie. Mais voilà, je ne vais pas forcément étaler ça en première page de YouTube. C'était un peu pour finir le live et ça fait toujours rêver les USA, quoi. Voilà. C'était ma petite anecdote sur les USA. Et puis voilà, non, je vends des céramiques à Davy Olsen, mais je vois bien qu'il a du mal à en vendre. Puis au moins, s'il les copiait au Kenya, que je voyais qu'il en bazardait plein des nymphes céramiques, je me dirais, bah, c'est en train d'exploser aux USA. Mais ne croyez pas, il faut aussi éduquer ses clients, il faut leur raconter comment tu pêches. Voilà. Et je pense qu'aux USA, heureusement,
ça gobe encore de trop pour que la pêche en nymphe explose. C'est une certitude logique. Tu vas pas pêcher comme un zinzin en nymphe. Enfin, il n'y a que moi qui suis assez buté et débile pour pêcher en nymphe à vue sur des poissons qui gobent. La plupart des mecs rationnels qui sont passionnés de pêche à la mouche vont aller pêcher en sèche et ils ont raison. Moi, c'est juste parce que de mon métier, je dois tester le plus possible mes nymphes, que je suis un ayatollah de la nymphe et que je pêcherai toujours un poisson qui gobe en nymphe pour le challenge, parce que c'est Nymph Evolution. Mais la plupart des gens sensés aux USA, qui sont pas des pétés du casque comme moi de la pêche en nymphe, vous allez vous régaler en sèche. C'est pas donné, hein. Alors là, en sèche, accrochez votre slip comme on dit, parce que franchement, aux USA, c'est pas donné. Allez, je vous laisse sur le live, je vais remballer parce que je vais aller à la poste. Alors, encore un petit bonus pour ceux qui restent. Je vais bientôt publier cette vidéo et je vous ferai un cadeau avec des petits autocollants pour customiser votre moulinet Redington. Donc, je vous en dis bientôt plus en vidéo. Et ça, c'est un cadeau que je ferai pour ceux qui aiment bien customiser les moulinets. Bon, dernier appel avant de clôturer le live. Celui qui a mis un commentaire, n'importe qui d'entre vous sera dans la liste tirée au sort pour gagner cette magnifique boîte. Donc voilà, je vais prendre tous les commentaires après et désigner un gagnant. Tirage au sort et je le préviendrai. Je mettrai le résultat du tirage au sort sur Facebook. Tiens. Bon les gars, je finis ma dernière Faisan Tail avec vous en tutoriel. Donc comme je vous l'ai déjà dit de maintes fois, faisan écossais sélectionné. Vous voyez, il est gras, il est régulier. Il n'y a pas de crotte de pigeon dedans, il n'y a pas de moisissure, il n'a pas été gardé dans un atelier. Bob Schmitz, il y a un concours. Si tu mets ton nom en commentaire, tu peux gagner cette boîte. Je fais un concours, tirage au sort. Gagner cette belle boîte pour ranger ton matos. Tu as juste à marquer ton nom en commentaire et tu seras dans la liste. Donc je finis la dernière Faisan Tail. Du faisan de qualité écossais. Donc tu vérifies bien que les barbules sont pas pétées, parce que des fois il y a des barbules pétées. Je vais vous le faire, hein. Je vais vous faire un peu des démos. Hop, tu choisis tes barbules. Donc moi sur une grosse Faisan Tail, bah, je mets entre 8 et 10 barbules. Tu as fixé une fois de plus ton fil de montage le plus cher du marché, donc le plus solide. Surtout tu règles la longueur de tes cercles, parce que si tes cercles elles sont trop longues, bah, la truite elle va louper la mouche, puis ça ne ressemblera pas à un vrai éphémère. Si elles sont trop courtes, bah, ça ne ressemblera pas à un vrai éphémère. Donc, tu as intérêt à savoir ce que c'est un éphémère dans l'eau. Tu fixes ton fil de cuivre pour cerclage. Tu le mets derrière. Mon étape préférée, comme tu as un bon étau d'Amfly, bah, tu enroules tes barbules de manière onctueuse pour faire une Faisan Tail magnifique avec ces petites barbules qui ressortent. Tu coupes l'excédent. Tu places ton nylon. Et là, l'étape la plus belle et la plus difficile, tu enroules de manière onctueuse, une fois de plus, ton petit fil de cuivre avec des enroulements réguliers. Tu lui fais 2-3 petits tours derrière le collier pour solidifier. Tu resolidifies avec ton fil. Tu brosses un peu les barbules pour vérifier qu'elles seront bien alignées. Il faut que ce soit droit comme jamais. Tu prends ta petite pincée de dubbing que vous ne voyez même pas, tellement c'est petit. Et comme j'ai la chance qu'il fait chaud, que j'ai un tout petit peu les mains moites, et ben c'est parfait pour le dubbing parce que tu fais une belle colonne de dubbing. Tu lui fais une belle collerette. Alors, comme c'est une grosse Faisan Tail, il n'y en a pas assez. Tu continues à faire une belle collerette. Tu enfonces tout derrière la bille. Là, c'est le secret. Bon, vous ne voyez pas, mais vous écoutez. Hop, c'est bien enfoncé derrière la bille. Tu lui mets 2 clés derrière la gueule. Et c'est là qu'il faut connaître. Et là je sens. Ah, c'est passé. Et bam, tu pètes. Et voilà. Et tu obtiens une Faisan Tail incassable qui pêche depuis 10 ans dans le monde entier. Et au pire, si tu arrives à la casser parce que tu l'as frotté 10 heures contre les cailloux, bah je te l'échange parce que j'ai une garantie indestructible. Voilà, bon allez. Oula, j'ai tout renversé. Je vais à la poste, je vous dis ciao. Je fais le tirage au sort après, pas de stress. Voilà, il y aura ça. Bonne pêche à vous. Ici, les mouches de mai sont en train d'arriver. Je le dis pas trop fort, mais les premières mouches de mai sont sorties, donc demain je vais à la pêche. Voilà. Ceux qui ont des commandes en cours, bah, ça va partir en suivi. Allez, bonne journée, à plus. Ciao.